Le Conseil national de la communication a tenu ce mercredi son deuxième point de presse sur la couverture médiatique de la campagne présidentielle. Le CNC relève plusieurs manquements, notamment la diffusion exclusive des meetings d'un parti sur Sud FM TV, la présence de la société civile dans les émissions de campagne, ainsi que la propagation sur les réseaux sociaux des vidéos partisanes ou incitant à la haine. De manière générale, il faut noter que notre monitoring de proximité nous a permis de faire le constat selon lequel certaines radios communautaires sont sorties de leur cadrage statutaire en diffusant des programmes à caractère politique. Le Conseil tient, une fois de plus, à préciser à l'ensemble des radios communautaires qu'elles sont par nature apolitiques. De ce fait, elles ne sont compétentes ni en période ordinaire, encore moins en période électorale, pour traiter des questions qui ne relèvent pas de leur thématique statutaire. Sur le plan du temps d'antenne, le Conseil constate que seul le RDPC a légèrement dépassé son quota dans les médias publics. Dans le privé, de fortes disparités persistent. Le PCRN, le RDPC et le FSNC concernent l'essentiel de la couverture au détriment des autres candidats. Je voulais saisir cette occasion pour vous dire que les travaux continuent encore et que dans les jours à venir, on va donc cumuler tous les autres les statistiques sur toutes les autres télévisions et radios qui diffusent à travers le Cameroun. Le CNC appelle enfin les médias à rétablir l'équilibre avant la clôture de la campagne, réaffirmant sa détermination à garantir une information électorale juste, responsable et conforme aux principes démocratiques. Marée jaune, an initiative formed by a collective of civil society actors, has thrown its weight behind FSNC candidate Issa Chiroma Bakari, clad in yellow t-shirts with the phrase Chiroma Mombong Diable. One of the initiative's supporters, Raoul Lemopi, explained the reason behind the concept's birth. Et malgré, n'est-ce pas, la déception du Conseil constitutionnel le 5 août, on s'est dit qu'on ne pouvait pas envoyer nos efforts dans la poubelle. On a dit qu'il faut soutenir le candidat de l'opposition le plus redoutable. Et des 11 candidats, nous avons trouvé que c'est M. Issa Chiroma Bakari qui était pour nous la personne la plus conseillée. According to the initiator, Aristide Mono, Chiroma is the only candidate among the opposition who can stand against the CPDM candidate Paul Biya. En fait, la dynamique des en bas, ceux qui ne sont ni partisans du FSNC, ni partisans de M. Issa Chiroma, mais qui ont décidé de manière réaliste, de manière objective, de soutenir sa candidature, parce que nous pensons qu'après l'élimination du professeur Maurice Kamto, il incarne aujourd'hui, c'est lui qui a le discours dur, le discours qui sied aux en bas, c'est lui-là qui est prêt à pouvoir affronter le régime de Yaoundé. C'est pourquoi nous avons décidé d'apporter le soutien à l'homme, d'apporter également le soutien au peuple du changement du Grand Nord. The initiator added that their support is not financially motivated, as he called on everyone to vote and secure their votes for Chiroma. Nous venons d'horizons divers, nous venons d'ethnies diverses, nous venons des partis politiques divers. Nous sommes de la société civile, nous avons donc décidé en âme et conscience de soutenir M. Issa Chiroma. Et notre initiative n'obéit pas à une logique clientéliste. Nous n'attendons rien du candidat en dehors d'affronter Paul Biya et de le taper le 12 octobre. Mobilizing last Saturday during candidate Chiroma's passage, the Marée Jaune campaign valid support for the FSNC candidate. Faciliter la mobilité de la communauté universitaire de Tchang. L'État du Cameroun met à la disposition de cette institution un bus de transport. Il a pensé qu'en dépit des efforts réalisés par les universités au quotidien, la question de la mobilité des étudiants et même des enseignants, lorsqu'il faut aller aux jeux universitaires, lorsqu'il faut aller à la commission nationale pour le changement de grade, lorsqu'il faut aller au championnat journée universitaire, ou quels que soient les motifs pour lesquels les étudiants ou le personnel enseignant et même non-enseignant peut se déplacer, il a pensé que les universités avaient besoin de moins de locomotion moderne, extrêmement beau, comme vous pouvez le constater, climatisé, ce qu'il faut.
Le défi pour nous restera maintenant d'en assurer la maintenance, mais nous sommes très reconnaissants, et je voudrais le dire du fond du cœur et au nom de tous les étudiants de l'Université de Tchang. Entre autres motivations du recteur de l'Université de Tchang, sur le terrain de la campagne présidentielle. D'après le nouveau membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le candidat Paul Biya est le choix du développement de la cité du savoir. Dois-je rappeler que le département La Menoie est le seul département au Cameroun à abriter une université d'État? Dois-je le rappeler? Dois-je rappeler que le département La Menoie, grâce à cette université d'État, a vu son hôpital de district être érigé en hôpital régional annexe? Dois-je rappeler que du fait de l'existence d'une faculté de médecine, on doit avoir un CHU, un centre hospitalier universitaire? Est-ce que c'est une révélation de dire que le chef d'État y a déjà pensé, puisque au moment où je vous parle, les plans sont arrêtés et une entreprise très importante internationale a déjà emporté le marché pour construire ce centre hospitalier universitaire. À l'élection présidentielle d'octobre 2018, plusieurs partis de l'opposition avaient enregistré de bons résultats dans certains bureaux de vote dans la Menoie. Roger Pépin Tsafarnan Fosso appelle à la correction. C'est un enjeu majeur qui montre que nous devons tout faire pour que la victoire nous soit assurée. Pour que nous allions dans les fins fonds, que nous rencontrions nos frères et nos sœurs, nos camarades. Il faut toujours mettre en perspective ce que nous sommes en train de faire ici pour se dire que nous avons tellement eu du président de la République qu'on se demande comment cela se fait qu'en 2018, nous avons perdu les élections présidentielles dans la Menoie. Le sursaut est donc d'actualité. Les militants et sympathisants de cette formation politique se disent déterminés à offrir le 12 octobre prochain un 8e mandat au candidat du RDPC. Le prétexte est tout trouvé. Nous sommes dans une zone fort culturellement musulmane où il est difficile d'accéder à nos femmes, à nos mamans, à nos sœurs dans les sarés. Alors j'ai mobilisé cette dame, je les ai demandé d'aller dans les sarés. Au-delà de cette séance de sensibilisation, il est aussi question pour ces Amazones du parti de former la gente féminine sur le processus du vote. En leur armant de pain du parti, l'élite politique leur engage à toucher le maximum de femmes. De leur présenter le bulletin de vote et leur expliquer comment voter. Parce que souvent on demande aux dames de voter, on les présente bien le bulletin et le soir elles nous ramènent, il y a d'autres qui nous ramènent le bulletin du RDPC. Dans les Sarés, elles iront avec des arguments en faveur du candidat du RDPC. Le président de la République a pensé aux veuves, il a pensé aux orphelins, il a pensé à la jeune fille, à l'éducation de base. Tout est axé sur l'éducation de la jeune fille. Donc nous allons rencontrer nos sœurs et ensemble nous saurons quel langage leur donner. Que ce soit dans la métropole ou en zone rurale, ces femmes de l'OFRDPC mènent une véritable course contre la montre à l'approche de la fin de la campagne électorale. Nearly 20,000 workers of the Cameroon Development Corporation (CDC) have started receiving their salary arrears owed by the government. The payment exercise was launched in Limbe, Fako Division of the Southwest Region, by Prime Minister Joseph Diongute. Speaking during the event, Finance Minister Louis-Paul Mutazi explained the difficulties he encountered in securing the 15.5 billion CFA francs. I couldn't ask him, where will I find money? But I understood that I have to find money. And I found money. Because we all know how important CDC is for the people of Limbe, for the people of Fako, for the people of South, and even the Northwest, because we understood that 80% of the workforce comes from those two regions. Acknowledging the Minister of Finance's effort in securing the funds, Paramount Chiefs Robert Isuka of Boya and Manga Williams of Limbe pleaded, like Oliver Twist, for the Limbe port to be operational and Sonara to be reconstructed. The remaining 30%, I'm pleading with him, the Sonara and the port of Limbe. With that, the people of the Southwest will be 100% happy. Even if we die, we shall never ask for more. But we want to deeply, profoundly thank you. We know this is not a project of yesterday or 2 weeks ago or last month or last year that you've been working on. You've dedicated your time and interest to save the CDC. And sing it out for others to hear. We want to say that we are extremely happy that you are not only here in person,
but we know the battles that you have been fighting on our behalf. You said this in the hall, that there is a Mutaze who is the Responding to the chief's plea, the Prime Minister and Minister of Finance assured that they are already working on it. However, the balance of 15.5 billion CFA francs comes to complete the 35 billion CFA francs owed CDC workers between 2018 to 2022. Ce qu'on peut retenir, c'est que la population ici a un seul mot dans la bouche, le changement. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est ce que les populations ici se sentent oubliées. Les populations veulent autre chose. Les populations souffrent de l'état du pays actuel. Et je suis venu rassurer les populations que nous sommes en guerre. En guerre contre les mauvaises routes, en guerre contre la mauvaise éducation, en guerre contre la pauvreté, en guerre contre les mauvais soins de santé. Nous sommes venus rassurer la population que nous sommes avec elle pour la construction de ce nouveau Cameroun tant désiré. Ce Cameroun qui commence par une rupture avec le système actuel, une rupture avec le régime actuel. Donc nous sommes venus rassurer les populations de Garoua que nous sommes avec elle et que le changement désiré par elle est ce que nous désirons et nous œuvrons ensemble. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas un messie. Je ne pourrais pas le faire seul. Je ne le ferai pas seulement avec mes équipes, mais je le ferai aussi avec la population. Et cette population qui massivement s'est retrouvée aujourd'hui dans ces lieux, dans ce stade, je dis merci à la population et bonsoir. De longues files de véhicules s'étirent chaque jour entre le carrefour Eligui-Sono et le lieu dit immeuble Tchanke à Yaoundé. Moteur au ralenti, klaxon impatient, conducteur résigné. La circulation n'avance qu'à pas de tortue. Sur le tronçon, les motos slalom tant bien que mal entre les flaques et les ornières. Nous n'arrivons pas à passer, regarder l'embouteillage partout là. Nous sommes fatigués de la route parce que on ne comprend pas notre pays. Partout là que nous passons, il y a le dégât, la voiture ne passe pas bien, la moto passe partout, on fait l'accident. Donc ça ne vaut pas la peine qu'on doit souffrir tous les jours. À l'origine de ce chaos, un énorme nid d'éléphants qui s'est formé en milieu de la chaussée. Avec le temps et les pluies, ce qui n'était qu'une fissure est devenu un véritable cratère, coupant presque la route en deux. Ça détruit carrément la voiture et plusieurs fois, même nous donnons les 500 vents là pour que ça n'aboutit à rien. Tu arrives avec un client et te dit qu'il ne veut pas passer là-bas parce que ça va salir son habillement, tout ça. Vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est la paix qu'on veut. On veut être propre. Sur place, les traces de bitume arrachées témoignent des multiples tentatives de réfection restées sans suite. Les habitants, eux, continuent de subir les conséquences. Il y a une personne là qui vient de tomber le matin avec son passager derrière. Et quand il tombe comme ça, il y a des gens du quartier qui viennent mettre la tête sur ça. Quand il veut mettre la tête, c'est le tuyau qui est cassé. L'eau sort et que ça creuse encore. Ça ne sert à rien de venir mettre la tête. Ça ne fait qu'encore gâter le goudron. Non loin de là, le tronçon reliant le carrefour Eligui-Sono à la gare Voyageurs offre le même spectacle des dégradations avancées. À quelques jours des élections, les usagers lancent un cri d'alarme. Ils espèrent que leur quotidien trouvera enfin un écho auprès des décideurs. Faciliter la mobilité dans la ville de Bafoussam. Le chantier de construction d'une nouvelle gare routière de Djinga pour desservir le département du Noun a démarré. Cette routière, disais-je, répondra à l'une de nos préoccupations majeures, à savoir poursuivre l'œuvre de modernisation de notre ville par l'amélioration de la mobilité urbaine. Qui s'inscrit donc en droite ligne du plan directeur d'urbanisme de Bafoussam viendra fluidifier la circulation entre les quartiers Famla et Djemou, principalement dans la zone communément appelée rond-point total d'Amba, où de nombreux agents de voyage et commerce sont anarchiquement installés le long de la route et desservent principalement les villes de Fumbot et de Fumban. La construction d'une nouvelle gare routière à Djinga, dans le premier arrondissement de la ville de Bafoussam, va limiter les embouteillages dans cette partie de la ville, comme ce fut le cas avec la gare routière Bamungum, qui dessert aujourd'hui les villes de Tchank et de Bouddha.
Le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, Fédération de l'Ouest, salue l'initiative. D'autant plus que c'est un projet qu'on attendait si longtemps par rapport aux embouteillages que ça causait au Carrefour Total. Mes confrères transporteurs souffraient. Ils souffraient. Vraiment, ce projet va nous ouvrir beaucoup de portes et on prie que ce projet finisse vite pour qu'on puisse quitter du Carrefour Total pour laisser la circulation libre là-bas pour que mes confrères transporteurs soient à l'aise. Présente à la pose de la première pierre, en sa qualité de ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Koutès indique que le parachèvement de ce projet va améliorer les conditions de vie des populations locales. Avec cette nouvelle gare routière, le cœur de ville que le président de la République a déjà désengorgé, avec les nouvelles voiries que vous connaissez, ça va être encore mieux. Ça va être une gare routière qui va lancer cette zone jusqu'à Kwekom dans ce que le chef de l'État appelle pour les prochaines années ville intelligente, ville nouvelle, ville verte. Donc j'étais très heureuse et heureuse de voir l'effort que met le maire de ville. Au-delà du renforcement de l'attractivité de la ville de Bafoussam, la nouvelle gare routière de Djinga va renforcer l'économie locale, a réitéré Roger Tafam, maire de la communauté urbaine de Bafoussam. A total of 10 cemeteries in Douala undergoing a facelift, supervised by the Douala City Council, according to City Mayor Roger Mbasandine. During a working visit to 5 of the cemeteries under construction, the goal is to fence, improve and modernize these burial grounds. Our aim is to refurbish or to improve the standard of cemeteries. Voila. These cemeteries are all very old, sometimes more than 100 years old. It was important to start rebuilding or restructuring of a cemetery. Mayor Mbasandine emphasizes that a burial ground should be attractive, especially for mourners who visit. Les cimetières sont des endroits de repos. Il faut que les gens aient envie, parfois, de venir là. Pour ceux qui vont combien déposer dans le cimetière, il faut que le cimetière soit accueillant. Pour ceux qui viennent se recueillir devant les tombes de l'heure, il faut également que ce soit un endroit relativement accueillant. C'est pour ça que nous avons entrepris ce travail. Nous avons presque une dizaine de cimetières sur lesquels nous travaillons. Fencing the cemeteries in Douala, according to the city mayor, is also aimed at keeping them off limits to hoodlums who often invade, engage in unthinkable activities like smoking marijuana, desecrate graves, perform ritual activities, and even sleep inside. Ils ne nous excitent plus quand on joue, donc ça ne sert à rien. Je ne crois pas qu'ils vont aller, qu'ils vont avancer. Puisque tout le match, durant tout le début jusqu'à la fin du match, vraiment, je n'ai rien ressenti. Alors qu'avant, quand les Samuel Eto'o jouaient, l'Inditable, il y avait cette envie-là de regarder le ballon, mais maintenant... nous sommes très contents parce que bon, on ne savait vraiment pas qu'ils pouvaient faire du genre si mieux comme ça. On ne s'attendait pas à ça, mais on gardait toujours espoir. Par contre, c'est que 2 mois après demain, on va toujours continuer comme ça, mais avec plus de courage et beaucoup de force pour avancer. C'est par le but que la Libye a égalisé là, m'a beaucoup touché parce que à l'écart de 2 points pour rattraper la Libye, ce ne serait pas facile pour nous le Cameroun, mais on peut garder espoir. On aurait dû déjà gagner les matchs depuis, mais on reste à la dernière minute pour attendre le si. On est toujours dans le si. Au cas où on perd, qu'est-ce qu'on doit réserver aux Camerounais? Parce que nous sommes les amoureux du ballon rond. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le si. Après notre défaite contre le Cap-Vert, on avait déjà vu, n'est-ce pas, toutes ces choses perdues. Mais maintenant, avec cette victoire, nous avons un brin d'espoir qui est né. Et nous croyons que, n'est-ce pas, que lors de la dernière journée, beaucoup de choses peuvent se passer, que tout est possible. La première mi-temps, c'est bien joué. Avec l'entrée de Bazorok, on a pu marquer le premier but. Et il a fait également une passe décisive pour le deuxième. Bon, on peut quand même garder espoir vu les scores des concurrents. Et je crois que lors du dernier match, ils vont gagner. Puisque la Libye, je crois, fait nul 3-3, je crois bien. Avec le Cap-Vert.
Et je crois qu'on a l'espoir. Faire son introspection est le début d'un épanouissement futur certain à l'Institut universitaire de la Côte. Chaque année, l'administration est soucieuse de la qualité de la formation reçue par les étudiants. C'est dans cette optique qu'elle va entrer en partenariat avec Vatel France, spécialisée dans l'hôtellerie, pour non seulement étoffer son offre, mais aussi donner une formation de qualité aux jeunes apprenants camerounais. C'est une école spécialisée dans le management de l'hôtellerie et de la restauration qui a été créée en 1981 à Paris. Aujourd'hui, nous gérons plus de 50 campus dans 34 pays différents sur les 4 continents. Ce programme à l'IUC, nous l'avons initié en 2022 parce que nous avons identifié avec ce partenaire d'abord une très grande expérience du management des programmes internationaux. Pour nous, c'était un élément essentiel du choix de ce partenaire. Et la deuxième raison, c'est la bonne compréhension de la philosophie de l'enseignement Vatel, qui est un enseignement basé autant sur la théorie que sur la pratique. Normal, car théorie sans pratique est vide. Aller suivre une formation de 3 ans à l'IUC à travers son partenaire Vatel, c'est s'assurer que tout est garanti. Nous avons mis en place exactement le même programme que celui que nous offrons ailleurs dans toutes nos écoles pour garantir en fait à nos étudiants camerounais que le diplôme qu'ils vont obtenir à la fin de leurs 3 années d'études ici à Douala, le même diplôme que s'ils l'obtenaient à Lyon, à Paris ou ailleurs dans une autre école. Donc pour nous, c'est une garantie de qualité et d'homogénéité par rapport à nos autres écoles. Avec sa licence à Vatel, via son partenaire IUC, c'est l'assurance d'une compétence à l'international, même s'il faut compléter sa formation par l'usage courant de l'anglais. Aucun doute sur l'excellence et la qualité de la formation délivrée ici à Vatel Douala. Si je peux faire une recommandation à nos étudiants, une piste d'amélioration, ce serait de plus travailler leur anglais. On a pu repérer chez quasiment la totalité d'entre eux un petit manque d'aisance dans la pratique de l'anglais. Donc voilà, pour nous aujourd'hui, l'anglais c'est la langue internationale dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et donc j'encourage nos étudiants camerounais à travailler encore plus dans la maîtrise de l'anglais. Désormais, les étudiants de Vatel Cameroun savent quoi faire pour conquérir le marché international. Bonsoir et bienvenue à la deuxième partie de Tribune présidentielle consacrée à l'expression des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Nous sommes à 4 jours de cette échéance. Le sujet de ce soir, le climat des affaires au Cameroun. Peut-on seulement l'assainir? Peut-on en effet investir en toute sécurité au Cameroun? La question préoccupe les investisseurs locaux et étrangers qui veulent avoir la certitude que non seulement ils peuvent entreprendre des projets sans risque de se voir spoliés ou de se retrouver devant une justice partisane. En 2025, 3 agences de notation internationale se sont intéressées sur le cas du Cameroun. L'agence Moody's maintient la note CAA1 avec une perspective stable indiquant un risque politique élevé. S&P Global Ratings confirme la note B pour les emprunts à long terme et en monnaie locale avec une perspective stable. Fitch en Ratings maintient la note B avec une perspective négative tout en saluant les efforts de soutenabilité budgétaire. Globalement, les évaluations font ressortir les points faibles parmi lesquels la corruption et la malgouvernance, l'accès aux fonciers avec 76% des chefs d'entreprise qui jugent l'accès aux terres difficile, des déficits importants en énergie, eau, télécommunications et voies de communication. En plus, important encore, les études révèlent en cette année 2025 que le pays est marqué par une incertitude politique liée à la succession du président Paul Biya. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités, Jean-Paul Chouniat, dans l'élément qui va suivre, pose la question. Quel climat des affaires pour les 7 prochaines années du futur président quand les opérateurs économiques continuent de se plaindre de la corruption, de la pression fiscalo-douanière, des tracasseries policières, des lenteurs administratives et judiciaires, du mauvais état du réseau routier, de la contrebande et de la contrefaçon? Je vous propose de regarder cet élément de Jean-Paul Chouniat. Assainir le climat des affaires, c'est un combat de plusieurs décennies déjà que mènent les opérateurs économiques camerounais.
est la principale organisation mobilisant la majorité des chefs d'entreprise. Depuis le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, hier, et aujourd'hui le groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, les dénonciations des nuages qui assombrissent l'environnement des affaires au Cameroun sont les mêmes, avec leur lot de conséquences. Baisse de productivité, chute des performances en chiffre d'affaires et autres manques à gagner inestimables, évalués à des milliers de milliards de francs CFA en perte sèche pour le tissu entrepreneurial national. C'est au moins une dizaine de mauvaises pratiques perpétuées par des agents économiques, les administrations publiques et autres parties prenantes qui fragilisent la bonne santé des affaires au Cameroun. Des griefs les plus récurrents, la pression fiscale et les tarifs douaniers élevés. Plus d'une fois dans le cadre du dialogue secteur public-secteur privé, les rencontres économiques à l'instar du Cameroun Business Forum ou les assises des organisations patronales. La douane et les impôts, perçus comme des menaces, sont les premiers au banc des accusés pour avoir poussé à une cessation d'activité de nombreuses entreprises, tout comme les lenteurs dans les procédures administratives, sont à déplorer. Et là où il y a toute lourdeur de notre administration, la corruption rôde tout près. C'est soit vous mouillez la barbe pour accélérer les démarches, ou alors tout reste au point mort, faute de donner des dessous de table. La règle est claire. Tout se monnaie si vous voulez avancer, y compris sur la route, et son lot de tracasseries à tous ces innombrables postes de contrôle police-gendarmerie. La corruption est carrément institutionnalisée et acceptée comme telle. Les transporteurs de marchandises, en dépit de leur papier au complet, doivent payer même pour rien. Et c'est comme ça. Si dans la production des biens et services, les coupures intempestives d'énergie électrique paralysent l'activité, faute d'une offre conséquente, la distribution physique accuse d'importants retards, faute de voies de communication diversifiées, pas de lignes de chemin de fer appropriées. Le moyen de transport par excellence, le réseau routier, est aujourd'hui en état de dégradation plus ou moins avancé, donnant de vraies insomnies aux chefs d'entreprise pour des non-respects de délais qui leur font perdre beaucoup d'argent. Les télécommunications ne sont pas négligées, appels téléphoniques, accès à Internet. La qualité des prestations fournies laisse à désirer. Dans cette liste de récriminations que déplorent les hommes d'affaires, il y a le fléau des produits de contrebande et de contrefaçon qui inondent nos marchés suite à la porosité des frontières et des nids de corruption installés aux différentes portes d'entrée du Cameroun. Bien plus, les pillages des unités de production agroalimentaire et industrielle suite au conflit armé en cours depuis 8 ans dans le sud-ouest et le nord-ouest avaient contraint le gouvernement camerounais à classer ces deux régions d'économiquement sinistrées. Des pertes pour le monde des affaires. Que prévoient donc les différents candidats à l'élection présidentielle 12 octobre pour débarrasser le pays de tous ces fléaux et trafics qui font perdre des milliers de milliards de francs CFA à l'économie nationale? Ce soir, 4 candidats sont représentés sur le plateau. Le candidat du RDPC, Paul Biya, est représenté par Jacques Bimaï, opérateur économique, homme politique également. Bonsoir, M. Jacques Bimaï. Bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir également à tous les téléspectateurs de Balafon TV. Également le candidat de l'UNDP, Bello Bouba Magari, il est représenté ce soir par Maître Tagomo Brigitte, qui est du PAL, mais qui, le PAL, comme on le sait, s'est allié à l'UNDP pour soutenir le candidat Bello Bouba. Bonsoir, Maître. Merci, bonsoir. Bonsoir aux multiples téléspectateurs de Balafon TV. Le candidat Cabral Libi est également représenté par Alette Ndiop Poupa. Bonsoir. Bonsoir Roland, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Balafon Télévision. C'est toujours un plaisir d'être convié sur votre plateau et je tiens déjà à féliciter Balafon TV pour le travail que vous êtes en train de faire actuellement pour donner la parole à tous les candidats à l'élection présidentielle avec une certaine équité. Donc le PCRN tient encore à vous remercier pour cela. C'est tout à votre honneur. Le STF qui a présenté le candidat aussi, Joshua, est représenté sur le plateau par Michael Yumbi. Bonsoir. Bonsoir Roland, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir au public de Balafon Télévision. On va commencer par vous, M. Jarbimaï. Vous êtes opérateur économique. Nous parlons aujourd'hui du climat des affaires. Peut-il être assaini? Mais je commence par vous parce que vous êtes un opérateur économique qui, par le passé, a une expérience qui, on le dirait, a été un échec, peut-être du fait du climat des affaires. Quelle est votre expérience dans la création, c'était de la Citrafer, qui a fait long feu et a dû fermer les portes plus ou moins pour des raisons que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui? Oui, pour parler du climat des affaires,
il faut parler de contexte. Nous vivons dans un pays, depuis que notre candidat est arrivé au pouvoir en 1982, il y a eu une succession de crises. Crise sociopolitique, surtout crise économique qui ne dépendait pas du Cameroun. Donc il y a eu beaucoup d'événements exogènes. Mais parlons de la crise économique du Cameroun qui a duré pendant plus de 20 ans. De fin 1986, quand on atteint le point d'achèvement en 2006. Et vous savez, pendant cette période, le président Paul Biya, en tant que président de la République, est victime d'une situation. Une situation, vous savez bien, avec les privatisations, les mesures de bailleurs de fonds. Vous avez connu la dévaluation en 1994, la diminution des salaires des fonctionnaires environ de 2/3, qui devait conduire automatiquement à la corruption. Parce que quand vous avez environ 100 000 francs et on vient vous dire maintenant que vous n'avez que 30 000 francs, vous devez vous débrouiller à pouvoir tenir le coup jusqu'à la fin du mois. Disons, pour résumer, le contexte, le chef de l'État est victime de certaines mesures qui ont été mises en place avec les privatisations qui ont s'est accaparé de toutes nos entreprises publiques. Il n'avait pas de choix. Je parle du chemin de fer, oui, que je maîtrise très très bien. Ce qui nous a donc conduit à une situation, je dirais, à l'impasse, à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est ce que les gens oublient, le contexte. D'où venons-nous? Et voilà, nous avons un manager qui a, pendant plus d'une vingtaine d'années, été avec un pays qui était presque en faillite. Il s'est battu pour redresser l'entreprise. Rien que pour ça, c'est un grand manager. C'est vrai que cette situation a laissé en place des vices dans notre société, des maux dans notre société, tels que la corruption, tels que au niveau de privatisation, les bailleurs de fonds nous ont donné des partenaires comme le groupe Bolloré au niveau des chemins de fer, qui n'ont pas fait leur travail. Donc, l'économie qui vit de ce qu'on appelle de tout ce qui a infrastructure technique, c'est-à-dire des routes, des chemins de fer, des aéroports, des ports, etc., et des infrastructures sociales, connaît beaucoup de problèmes. Hein? De toute façon, aujourd'hui, tout ce que je viens de vous dire, même au niveau de la corruption, c'était dans tout, au niveau de toutes les institutions. Il faut dire la vérité, même jusqu'au niveau de la justice. Et vous savez que les affaires ont besoin d'une justice qui est efficace, transparente, juste. Mais dans l'environnement, notre société a été complètement déboussolée. Et je crois que depuis qu'on a atteint le point d'achèvement, aujourd'hui, on peut commencer à espérer, à redresser. Et je crois que, comme je le dis, voilà un manager, un chef de l'État qui a redressé un pays qui est presque tombé en faillite. C'est un grand manager. C'est pour cela que tout à l'heure, on va en parler. Nous devons poursuivre avec les améliorations, avec les réformes efficaces et la mise en place des infrastructures techniques et sociales pour pouvoir garantir le développement de notre pays. Oui, M. Bimaï, mais je vous relance sur la question. Vous avez été promoteur d'une société, la Citrafer, qui n'a pas fait long feu, ou bien qui a fait long feu, qui n'a pas réussi à tenir pendant longtemps. Je repose la question, qu'est-ce qui a été à l'origine de la faillite de l'entreprise? Ce qui a été à l'origine, non, tout à fait, je vais vous dire. Oui. C'était aussi la conséquence de l'un des combats de chefs de l'État. Vous savez, les accords coloniaux nous ont laissé des partenaires qui étaient imposés presque à notre État. Et quand je suis rentré, surtout dans le domaine ferroviaire, je fais passer le message au chef de l'État qu'il y avait des problèmes. Il a donné son accord pour que la SNI rentre dans mon actionnariat pour renforcer les capacités financières de l'entreprise. Et même l'État, d'ailleurs, est devenu actionnaire pour que le Cameroun puisse s'approprier de ces secteurs-là, au fait. On est allé j'ai fait créer la filière ferroviaire au niveau de l'UT de Douala.
Et en même temps, je devais bénéficier des fonds publics pour la création d'un centre de formation des métiers ferroviaires. Qu'est-ce qui s'est passé? La France-Afrique, qui n'était pas d'accord avec cette démarche, a tout fait pour tuer l'entreprise. Malgré que le chef de l'État ait fait tous les efforts nécessaires, il a fait supporter les salaires de Citrafert environ 17 mois au niveau du ministère des Finances. Il a donné toutes les instructions nécessaires pour que cette entreprise soit protégée. Mais vous savez, comme je l'ai dit aujourd'hui, il y a des réseaux avec la corruption dont le chef de l'État lui-même il est victime. C'est une conséquence des mesures, des politiques d'ajustement structurel. Cette affaire aujourd'hui est là. Je suis au tribunal, mais j'espère que, vous savez, la vérité finit toujours par triompher. Et donc, si on peut se résumer, c'est que les vestiges de la colonisation constituent également un problème pour l'environnement. Oui, bien sûr. La France-Afrique, les intérêts, vous savez, la concurrence n'est pas saine. Certaines entreprises aujourd'hui, ça je peux vous le dire. Hein. Vous voyez aujourd'hui, je vous donne un exemple. Le port de Douala. Le port de Douala aujourd'hui, c'est une fierté nationale. Essayez de voir. Mais si je vous dis le combat qui a été mené le 31 décembre 2019 pour pouvoir reprendre en main le terminal à conteneurs, on a eu un manager courageux avec des Camerounais, parce que j'étais aussi de la partie. Vous savez, ce sont des batailles, les batailles économiques, c'est gagne, c'est pas facile, hein, mais tout ce que je peux vous dire, la France-Afrique, les accords coloniaux, il faut donner chapeau au chef d'État Paul Biya. Je crois que l'avenir est entre les mains des Camerounais et des jeunes Camerounais avec l'espérance dont il est en train de prôner. On va y arriver. Maître Dagomo Brigitte, quelle évaluation est-ce qu'au niveau de l'UNDP que vous soutenez aujourd'hui, quelle évaluation est-ce que le candidat Bello Bouba Maïgari fait déjà de la situation du climat des affaires au Cameroun? Merci Roland. Au cœur, parmi les points inscrits au cœur de son programme de transformation, parce que ça, là, il faut le dire, le programme que le candidat Bello Bouba a sur le plan économique est un programme de transformation. Parce qu'il est engagé à transformer sur tous les plans le Cameroun. Alors, au cœur donc des points inscrits au programme de transformation, il a mis un point sur l'aspect économique. L'aspect économique, pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que les problèmes qui minent la société sont beaucoup plus ceux économiques et la malgouvernance. C'est pour cela que le candidat Bello Bouba Maïgari a développé trois axes pour la croissance économique. Le premier axe étant le développement de la capacité de production et de redistribution. Alors, sur ce point, il faut voir le système d'accélération de production. Plus on produit, plus on a des richesses à distribuer. Mais avant qu'on y arrive, là justement on est en train de parler du climat des affaires. Est-ce que le climat actuel permet justement d'arriver à ce que vous êtes en train d'énumérer comme transformation qui devrait passer par le fait de booster l'économie? Est-ce que le climat des affaires actuel permet que les investissements se fassent en toute sérénité, d'où qu'on vienne, qu'on soit locaux ou nationaux? Non. Non et entièrement non. Le problème est où selon vous? Le problème se trouve au niveau de la mauvaise gestion de l'économie. Il se caractérise par? Il se caractérise par la corruption, la malgouvernance, comme nous l'avons dit tantôt. C'est pour cela que le candidat Bello Bouba a mis un accent sur le développement de l'aspect économique afin de sortir le pays de cette situation désastreuse. Alors, c'est pour cela que, comme je le disais tantôt, il a axé la croissance de l'économie sur 3 points majeurs. L'accélération, le développement de la capacité de production, la mobilisation des leviers de production et le développement des relations secteur public et le gouvernement.
Justement, je viendrai à vous. Le climat des affaires, ce n'est pas l'économie. Justement, cette relation secteur privé-gouvernement, justement, est plombée aujourd'hui parce que le patronat ne cesse de se plaindre d'un certain nombre des éléments qui ne permettent pas effectivement que l'économie puisse se déployer de manière efficiente sur le terrain. Est-ce que vous êtes conscient au niveau de l'UNDP, ou est-ce que le candidat Bello Bouba a fait un diagnostic complet de cette situation? Parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas à mesure d'y apporter des solutions pour mettre en exécution votre programme. Tout à fait. Le secteur privé est plombé par le gouvernement. C'est dans ce sens que, après avoir évalué ce secteur, le candidat Bello Bouba a mis sur pied dans son programme des éléments pour empêcher ou bien pour sortir le secteur privé de, comment est-ce que je vais dire, de cette ascension de l'État sur le secteur privé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le secteur privé de la domination, bien comment est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le secteur privé de la domination, de la dépendance à l'État du Cameroun? Ok. Alain Ngopoupa, quand on parle de climat des affaires qui est presque plombé au Cameroun, qu'en pense le PCRN? Qu'en pense Cabral Libi? La réalité, c'est que le contexte camerounais en matière d'affaires est assez complexe. Et la plupart des entrepreneurs souffrent en fait de la réalité de notre pays. Si on doit revenir sur la situation économique actuelle, elle n'est pas la plus réluisante. Cela est dû justement à des planifications qui, malgré toute la volonté qui est mise par ceux qui nous dirigent, ne répondent pas ou ne cadrent pas aux besoins réels des entrepreneurs. Si nous devons citer la situation économique, les contextes économiques avec les différentes crises économiques, pratiquement tous les pays ont été victimes de la crise économique, mais on voit dans des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, des taux de croissance de 7 à 8%. Ça veut dire qu'ils ont su, malgré cette réalité internationale, se remettre en question et faire les bons choix, les choix économiques qui ont amené le développement, alors que nous, on a fait la projection pour la SND 30, d'avoir au moins ce 5% de taux de croissance. Mais actuellement, on est toujours en train d'osciller à 3%. Ça veut dire que toutes les mesures qui sont censées être prises et toutes les solutions qu'on est censé nous vanter, juste depuis 2007 à 2025, où on a commencé à faire des programmes politiques pour les programmes économiques pour essayer d'ajuster notre situation économique. Elles n'ont pas forcément apporté sur le plan macro des solutions efficaces. Maintenant, si on revient vraiment sur le domaine même des affaires et que vous écoutez notamment des sorties comme celle du GECAM, vous allez vous rendre compte qu'il pose beaucoup le problème de la corruption. Parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de lourdeur administrative, beaucoup de mauvaise foi parfois administrative. Parfois, l'État ne répond pas aux besoins qui est celui de réguler le secteur. Vous avez des acteurs politiques, des acteurs administratifs qui sont aussi des opérateurs économiques et qui plombent la réalité des opérateurs économiques qui n'arrivent pas véritablement à s'en sortir parce que c'est parfois un réseau mafieux qu'ils se créent entre eux. Vous avez aussi cet aspect des lourdeurs administratives. Vous voyez procédure sur procédure, alors que le climat des affaires a besoin d'un environnement sain pour pouvoir justement s'épanouir. Si nous prenons encore le cas de la justice, le communicant du RDPC l'a rappelé tout à l'heure, dans un monde où il faut faire des affaires, il faut une justice équitable. Or, quand vous lisez tous les rapports de la CONAC, l'un des secteurs les plus corrompus au Cameroun, c'est le secteur de la justice. C'est donc difficile dans ce domaine-là d'avoir des investisseurs sérieux. Si quand ils étudient un peu la situation économique du Cameroun, ils se rendent compte que vous avez une justice qui ne peut pas forcément faire le basique, c'est-à-dire rendre justice. Donc, vous avez cette réalité-là qui, malheureusement, plombe. Maintenant, vous avez aussi les projections économiques qui ont été faites notamment dans les plans infrastructurels. On a promis aux entreprises que, par exemple, la production électrique allait augmenter. On a promis des meilleures routes. Tout ça, ce sont des éléments, des facteurs qui favorisent la production économique. Parce que quand le secteur économique finit de produire, il faut transporter et que vous avez des routes qui sont comme ce qu'on a vécu à Bonabéry récemment, vous avez des retards dans les livraisons. Et si vous n'êtes pas capable de livrer à temps, vous êtes incapable de vous en sortir véritablement. Si, bien sûr, vous ajoutez encore, bien sûr, la compétitivité.
Parce qu'effectivement, vous êtes une entreprise, vous avez d'autres adversaires qui veulent aussi s'en sortir et qui ont peut-être beaucoup plus de moyens. Vous voyez pourquoi aujourd'hui, les petites entreprises n'arrivent pas forcément à s'en sortir. Et la réalité aussi économique du Cameroun, c'est que plus de 80% de l'économie est informelle. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui n'arrive même pas à capter les richesses réelles de la production parce qu'effectivement, l'économie est essentiellement informelle et chaque fois, ils font des programmes, des statistiques, ils n'arrivent pas à résoudre cela. Il faut donc, pour nous au PCRN, des décisions efficaces. Il faut des solutions simples et pratiques. Et l'une des solutions simples, c'est d'arrêter de faire des slogans, mais de enfin se mettre au travail et de mettre la production locale comme le premier levier de production économique. On va arriver aux solutions tout à l'heure. Pour le candidat aussi au choix, Michael Iyumbi, tout est beau au Cameroun pour ce qui est du climat des affaires, ou bien il y a des choses à redire là-dessus? Forcément, Ronald, il y a des choses à redire. Le climat des affaires au Cameroun, vous l'avez rappelé à l'entame, vous basant sur les données de certaines agences de notation, on peut, après un certain nombre d'investigations, se rendre compte simplement que ce climat est négatif. D'abord, pour l'information et l'éclairage de ceux qui nous regardent, c'est quoi le climat des affaires? Il faut tout simplement situer que c'est l'environnement économique, juridique, réglementaire et sociopolitique dans lequel les entreprises opèrent. Et cela influence donc la capacité des entreprises à produire, à s'inscrire dans une perspective de longue durée et dans leur capacité à rentabiliser. Et on peut même conclure en disant l'attirance. Lorsqu'on fait une évaluation aujourd'hui de cet environnement au Cameroun, les données sont claires. C'est tout simplement que le climat des affaires de notre pays est morose, pour ne pas dire simplement négatif. Je voudrais revenir à l'intervention de M. Bimaï qui a tenté de justifier le climat actuel des affaires au Cameroun par une perspective contextuelle et historique. Pour lui faire remarquer, si on se balade, si on tente un peu à faire de la politique comparée, comme la représentante de M. Cabral Libi a bien commencé, pour relever à M. Bimaï que le Cameroun, en 1982, lorsque le chef de l'État accède au pouvoir, nous avons un PIB de 7 milliards de dollars américains. Nous avons le même PIB avec l'Éthiopie. Rendu en 2025, le Cameroun a un PIB environ de 32 milliards de dollars, tandis que le PIB de l'Éthiopie se situe à environ 100 milliards de dollars. On peut faire la même perspective avec la Côte d'Ivoire, avec d'autres pays qui ont traversé, comme le disait la dame, le même contexte, qui ont été influencés par les mêmes facteurs exogènes, c'est-à-dire les crises, les programmes d'ajustement, ainsi de suite. Donc, quelle est la réalité aujourd'hui? Loin de dédouaner, comme tente de le faire M. Bimaï, le chef de l'État, par des justifications d'ordre historique, la réalité est simple. Il y a une incapacité managériale de l'équipe en place. C'est pourquoi, vous voyez, l'environnement socio-économique du pays aujourd'hui, c'est la corruption, des lourdeurs administratives. Vous peinez à avoir un dossier traité au bout d'un certain nombre de jours. C'est un luxe encore dans notre pays. Or, le monde est tourné aujourd'hui vers la compétition. C'est chacun qui veut attirer. Le climat des affaires d'un État, c'est comme vous ouvrez votre boutique au marché et votre voisin ouvre la sienne. Chacun se bat pour attirer le plus possible. Ce qui est observé au Cameroun aujourd'hui, c'est que le Cameroun ne fait rien de concret pour vraiment assainir et rendre le climat des affaires de notre pays attrayant et captivant pour les investisseurs, que ce soit sur le plan national ou alors les investisseurs étrangers. Merci.
Monsieur Bimaï. Non, moi aussi je rentre, je parle du climat des affaires. Laissez-moi aussi répondre là-dessus. Je voulais poser une question. Oui, parce que de me poser pas, je voudrais aussi rentrer là. Hein. Laissez-moi répondre. Évidemment, vous allez y rentrer en répondant à la question qui vous sera posée. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse la langue de bois. Il y a des éléments ou bien des phénomènes qui plombent le climat des affaires. Vous avez cité la corruption. Et on constate aujourd'hui que les efforts qu'ont fait votre candidat jusqu'ici, avec la création de la CONAC, de la NIF, de la Chambre des comptes auprès de la Cour suprême et tout cela, n'ont pas permis de juguler cette corruption qui continue d'être un problème sérieux. Alors, la question que je voulais poser par rapport à cela, quelles sont les mesures correctives qu'entendent mettre sur pied le candidat Paul Biya pour être sûr que la donne change par rapport à ce qui est jusqu'ici? Roland, merci beaucoup pour la question, mais je vais d'abord commencer avec tout ce que j'ai entendu ici. D'abord, je veux vous rappeler que dans les années 90, le Cameroun est le seul pays où on a diminué les salaires des fonctionnaires au tiers. Au fait, aux 2 tiers. Et c'est cette situation. La Côte d'Ivoire n'a pas vécu ça. Aucun autre pays n'a vécu ça. Et je vous le dis, c'était pour tuer le président Paul Biya, le régime Biya. Heureusement... Est-ce que ce n'est pas trop facile, ça, non, M. non, Bimaï, non, laissez-moi parler. Mais, qui a choisi cette mesure? C'est un contexte, je vous le dis. Qui a choisi cette mesure? C'était des mesures qui étaient imposées. Pardon, je ne vais pas entrer dans les bas. Alors, je vais répondre. Madame de l'UNDP, vous encore, vous avez eu un ministre pendant plus de 20 ans dans un domaine touristique. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Ne venez pas tromper les Camerounais. Vous avez un ministère comme le tourisme. Nous en sommes où aujourd'hui? Bon, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui. Il y a des ministres, aujourd'hui, après 20 ans, qui viennent nous dire que, bon, voilà, tout est facile, tout est enfin. Et pourtant, vous êtes comptable de ce qui s'est passé. Parce que le chef d'État, aujourd'hui, on va dire, oui, il n'a pas de conseil ministériel. Il laisse, par exemple, ses ministres faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous avez fait de ce qu'on vous a confié? Monsieur Bima, vous tentez de diluer la responsabilité. Non, non, laissez-moi, je vais aller étape par étape. Le SDF, si la gestion était si facile, vous êtes parti des années 90 comme parti espoir de ce pays, vous avez dégringolé. Vous avez géré les mairies. On en est où? Le peuple vous a régné. Donc vraiment de Dieu, ne trompons pas le peuple. Hein. Bon, je viens à la jeunesse du PCRN. Non, attendez, non, je vais aller étape par étape. Non, attendez. Je voudrais vous dire ici, vous savez, la jeunesse, ça va avec la théorie, les affaires des livres. Roland, le climat des affaires. Ouais. Le climat des affaires, on part d'abord sur le problème, au fait, tout ce qui accompagne l'économie, qui est la suprastructure. Ce sont les infrastructures techniques, et les infrastructures sociales. Sauf que j'ai commencé par la corruption, qui est un phénomène. On va revenir sur les infrastructures qui font partie des éléments qui plombent. Roland, ne m'étouffe pas, on est sur le climat des affaires. Laisse-moi vous parler du climat des affaires en tant qu'homme d'affaires, parce que vous avez tout survolé comme ça. Moi, je suis concret. Je suis donc en train de vous dire... Allons-y. Je suis en train de vous dire. L'économie a besoin pour fonctionner des infrastructures techniques et des infrastructures sociales. Oui. Sur le plan des infrastructures sociales, c'est tout ce qui regarde santé, éducation, par exemple. Au niveau de l'éducation, de 82 jusqu'à aujourd'hui, quand on arrive, même à Douala, il y avait à peine 5 lycées. Aujourd'hui, nous sommes à 35. Et je peux vous dire, autour de 35, Douala, Yaoundé. Et dans les 360 communes du Cameroun, on a au moins un lycée. Sauf que ce sont des lycées d'enseignement général. Laissez-moi, s'il vous plaît. Pardon, Roland ne me coupe pas. C'est juste pour qu'on se comprenne. Laissez-moi parler aussi. Je suis en train d'expliquer des choses. En tant qu'expert, parce que là, vous me provoquez, je suis aménagiste. Laissez-moi parler. Ouais. Il y a au niveau de l'enseignement supérieur, on avait une seule université. On est passé à 6 en 93. Aujourd'hui, nous sommes à 11. Une université par région et 400 unités, instituts privés pour la formation au niveau de l'enseignement supérieur. Au niveau des centres de santé, je ne veux pas en parler, au niveau de toutes les régions aujourd'hui, vous savez ce que le Cameroun est en train de faire. Je reviens au niveau des infrastructures techniques. Les infrastructures techniques, je suis d'accord, c'est les routes, c'est le chemin de fer, c'est l'énergie, c'est les aéroports, addition en eau, les aéroports, les ports, etc. Vous voyez qu'aujourd'hui, et ça je peux vous le dire, le chef de l'État, pour éviter la navigation à vue,
a commis les bureaux d'études, les cabinets d'études internationaux, appuyés par les cabinets locaux pour élaborer ce qu'on appelle les schémas d'aménagement et de développement durable du territoire au niveau national et au niveau régional. On a donc fait le diagnostic de tout ce que vous êtes en train de dire. On a fait le diagnostic dans tous les secteurs. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, au niveau de chacune des régions et au niveau national, nous avons des boussoles, des schémas, ce qu'il faut faire. C'est ce que je veux, par exemple, vous dire qu'aujourd'hui, au niveau des infrastructures comme les routes, l'État a essayé. Tout ce qu'on fait n'est pas correct, on corrige. L'État sait par exemple que dans le prochain septennat, nous aurons besoin des autoroutes qui seront financées par les investisseurs, comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Où les Français l'ont fait. Attendez, mais laissez quoi. Vous êtes en train de rire, s'il vous plaît. Vous savez, soyez quand même... on est en train de vous donner des cours. Vous faites de la théorie. C'est un expert qui parle. Vous avez vu le port autonome de Douala. Le port autonome de Douala aujourd'hui commence à se moderniser. Avec, par exemple, quand on a repris le terminal à conteneurs, ce que nous sommes en train de faire là-bas. Tout le monde est unanime aujourd'hui qu'avec les PPP, c'est ça l'avenir. On va étape par étape. On ne rêve pas. D'abord, je trouve ça très impoli qu'on parle des problèmes de la République. On est en train de rigoler. Ça fait la jeunesse. C'est là où je dis que ça, on se rend compte que c'est vraiment une jeune qui apprend quoi que ici. Ce n'est pas de la blague ici, madame. On est ici, ce sont les affaires d'État et on est très sérieux. Bon, on est donc en train de moderniser nos ports. Et tu sais, le combat économique au niveau de la logistique et puis du transport, ça se gagne au niveau du maritime et puis au niveau du transport terrestre, des routes et les chemins de fer. Et là, je crois que le chef de l'État vous a dit, on reconnaît qu'aujourd'hui, nos routes ne sont pas bonnes. Il nous faut des autoroutes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous le dis, ce n'est pas un rêve, ça s'est construit par PPP. Ce n'est même pas l'État qui a besoin de mettre des moyens. Et en plus, nous allons aller plus loin. Parce que l'économie, ce n'est pas seulement au niveau national. C'est même au niveau aussi des quartiers. Où vous avez vu le maire de la ville de Douala. Il va faciliter, par exemple, vous savez, quand vous quittez le climat des affaires, quand je quitte Boudami, c'est-à-dire le matin, je perds 2 heures pour arriver au centre-ville, ça pose problème. Le BRT que la mairie de Douala est en train de lancer, ça fait partie, par exemple, pour faciliter le transport à l'intérieur de nos grandes villes. Depuis combien d'années on en parle de ces BRT? Non, laissez-moi, on va étape par étape, parce que de combien d'années, je vous ai dit d'où on vient. Vous savez, les gens parlent là. Quand tu vas leur demander qu'ils vont prendre des moyens pour faire tout ce qu'ils sont en train de dire, ils seront incapables. Tu sais, c'est parce qu'ils n'ont pas l'expérience. La question, oui, je peux vouloir transformer mon pays aujourd'hui avec une baguette magique, mais la question qui se pose, Roland, je prendrai l'argent où? Laissez-moi de parler du climat des affaires. Nous sommes rentrés dans, on a parlé des infrastructures, que là, nous sommes d'accord, il faut qu'on améliore ce secteur-là. Au niveau, par exemple, du domaine fiscal, là, vous êtes quand même d'accord avec moi que l'administration fiscale s'est nettement améliorée ces dernières années avec la dématérialisation. Vous ne pouvez pas le nier. C'est une vérité, je suis opérateur économique. Il y a le problème de financement des PME. C'est vrai, c'est un casse-tête chinois. Le chef de l'État, l'État du Cameroun, fait des efforts pour chercher comment il faut financer surtout les PME camerounaises. Il y a eu même une banque qui a été créée. Le chef d'État a parlé, par exemple, de la réforme du Fonds national de l'emploi pour pouvoir accompagner les jeunes. Mais même là, dans ce domaine-là que je parlais, par exemple, le problème de l'emploi, on a eu un ministre aujourd'hui qui pense transformer le Cameroun. Il a travaillé au Fonds monétaire, au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Monsieur, on n'a rien vu. Non, écoutez, laissez-moi terminer. Monsieur Bimet, vous permettez. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, non, je vais chuter, s'il vous plaît, Roland. Je vais chuter. Mais donc, avant de chuter, je voudrais vous préciser. Oui. J'ai posé une question simple depuis le début. Pourquoi, avec autant d'organismes mis sur pied pour lutter contre la corruption, elle persiste? Quel est le diagnostic sérieux que le candidat du RDPC Paul Biya a fait et qu'entend-il faire justement comme correctif pour que cela ne soit plus dans les 7 années s'il était réélu?
la corruption au Cameroun ne concerne que les gens du RDPC. C'est tout le pays. Je vous ai dit que c'est une conséquence de tout ce qui s'est passé avec les politiques d'ajustement structurel. Pour mener ce combat aujourd'hui, ce n'est pas le problème d'un président de la République. C'est tout un peuple. À preuve, le SDF a géré des communes, on a vu, on les a balayées. Il y avait la corruption. Et là, par exemple, le PCRN aujourd'hui, je connais certains maires aujourd'hui, tout un conseil municipal serait tourné contre son parti. Écoutez, l'UNDP, c'est pareil. C'est ce que je suis en train de vous dire. Non, non, je suis en train de vous dire. Non, non, je suis en train de vous dire ceci. Je voulais seulement terminer que le problème de la corruption, c'est un combat de longue haleine qui ne dépend pas seulement du chef de l'État, ça dépend de tout un peuple, de tous les partis politiques. Quelqu'un qui vient vous mentir là-bas que bon voilà, ça regarde seulement le RDPC, c'est faux. Je reconnais qu'on a des batailles à mener. Et pour construire ces pays, il y a certaines batailles. En tant que Camerounais, il ne faut pas tromper les Camerounais. Nous sommes tous concernés. Tous les Camerounais sont corrompus aujourd'hui de l'opposition de RDPC. Il y a certains, je pense qu'il y a quand même de bonnes volontés. C'est un combat. Nous devons accompagner le chef de l'État comme il a dit. La lutte contre la corruption sera sans merci. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a plein de ministres qui sont en prison parce que avec les affaires de détournement, détournement des deniers publics, etc., etc. Donc ça va continuer. Seulement quand on va toucher quelqu'un de l'opposition, il va dire que c'est parce que c'est la politique. Merci M. Bimaï. Voilà. Maître Tagomo Brigitte, le candidat de l'UNDP, qu'est-ce qu'il entend faire? Parce que l'un des problèmes qui est soulevé aujourd'hui, c'est celui de la justice, qui ne fonctionne pas de manière à favoriser, à encourager les gens à investir, parce qu'on a toujours peur de se retrouver après devant la barre avec les partis. Et même M. Bimaï, qui est aujourd'hui en train de défendre son programme, a été victime de cette justice qui ne lui rend pas. Qu'est-ce que l'UNDP, qu'est-ce que le candidat Bello entend faire justement au niveau de la justice? J'ai posé la question de la corruption à M. Bimaï. Il n'a pas trouvé judicieux de donner une réponse concrète. Concrètement, comment est-ce que vous pensez réformer la justice pour qu'elle soit moins accusée qu'elle ne l'est aujourd'hui? Merci Roland. Je vais dire que l'UNDP a pris des mesures strictes pour que la séparation des pouvoirs soit respectée. C'est-à-dire le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Le problème de la justice au Cameroun est celui du non-respect de ce principe de séparation de pouvoir. Vous allez voir un magistrat qui n'est pas libre de rendre sa décision parce que l'exécutif s'y mêle. Alors, le candidat Bello Bouba a pris des dispositions claires pour que la séparation des pouvoirs soit respectée, que l'exécutif ne se mêle plus au judiciaire pour empêcher soit l'exécution des décisions de justice ou bien la prise des décisions de justice. Parce que l'exécutif a toujours influencé sur la prise des décisions de justice. Alors, le gouvernement doit accompagner les investisseurs en leur garantissant une justice saine. Alors, parce que vous n'allez pas me dire que pour développer l'économie camerounaise, où nous sommes en train de mettre l'accent sur la production locale, à l'effet d'attirer les investisseurs étrangers, on va prendre le risque de les exposer à la justice camerounaise tordue. Donc le candidat Bello Bouba est en train d'investir beaucoup sur le respect de la séparation des pouvoirs. Sauf qu'il n'y a pas que ça. À côté de cette interférence que tout le monde reconnaît, est-ce que la justice elle-même en tant que corps n'a pas besoin d'une réforme profonde? Est-ce que vous, et vous êtes avocat aussi, est-ce que vous avez l'impression que si aujourd'hui, par miracle, il n'y avait pas d'interférence de l'exécutif sur la justice, est-ce qu'en elle-même, de manière autonome, elle est suffisamment bien structurée pour fonctionner de manière, je vais dire, optimale? Oui, je dirais que la justice est bien structurée, dans ce sens que vous allez voir dans les tribunaux, tout est mis en place pour que les juges exercent leurs fonctions librement, mais seulement, le problème se pose beaucoup plus au niveau
de l'exécution des décisions de justice. Les magistrats fonctionnent normalement, le corps judiciaire fonctionne normalement. Mais sauf que là, on se plaint souvent, on entend des plaintes dans lesquelles il n'y a pas suffisamment de personnel. C'est pour ça que les procédures traînent dans les tribunaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème au niveau de la justice elle-même? Oui, je dirais qu'il y a ce réel problème. Il y a ce réel problème. Pourquoi? Parce que vous allez voir, je vais prendre le cas des huissiers de justice. Ouais. L'huissier de justice est à la porte d'entrée et de sortie de la justice. Ça veut dire que pour aller au tribunal, il faut réunir les éléments de preuve. C'est l'huissier de justice qui réunit les éléments de preuve. Lorsque l'avocat utilise ces éléments pour défendre son client, à la fin, lorsque la décision est rendue par le magistrat, elle retourne chez l'huissier de justice pour être exécutée. Alors, je vais prendre l'exemple dans la ville de Douala, où vous allez voir, ils sont combien? Une poignée d'huissiers de justice concentrés dans le quartier d'Aqua. Vous comprenez? Alors, on ne comprend pas pourquoi on ne crée pas ou bien on ne nomme pas les huissiers de justice. Donc là, il y a un réel problème. Chez les notaires, c'est pareil. Il y a cette absence dans le fonctionnement de la justice et ça cause vraiment un réel problème. Nous avons des huissiers de justice et je veux vous rappeler que le dernier examen d'entrée, le dernier examen dans le corps des huissiers de justice a été organisé en l'an 2000. Nous sommes 25 ans après. 25 ans, on n'a plus jamais organisé cet examen. Chez les notaires, c'est pareil. Voilà deux corps de métier qui stagnent. Alors que la justice a besoin de ces gens pour son fonctionnement. Et c'est justement ce problème que je voulais que vous releviez pour nous dire ce qu'entend faire justement l'UNDP quand il sera aux affaires. Oui, j'y arrive. Je viens maintenant au niveau des magistrats. Vous allez voir les magistrats, je vais en Dokoti, vous allez voir combien de juges. Ils sont peut-être 5 juges avec la panoplie des dossiers que vous pouvez imaginer. Les magistrats sont sous pression. Vous allez voir un juge qui rend une décision, mais n'aura jamais le temps de la rédiger. La lenteur judiciaire. Alors, au RDPC, s'il vous plaît. Pourquoi on emprunte au RDPC? Oui, mais le RDPC, c'est le cas parti. Parce que vous étiez notre allié, mais oui, on n'oublie pas l'amour entre... Alors, à l'UNDP, l'UNDP est en train de mettre sur pied, dans la nouvelle politique sur le plan judiciaire, le développement, c'est-à-dire l'organisation des examens des huissiers, chez les notaires pareil, pour essayer de libérer ceux qui ont même déjà l'âge de la retraite, sans jamais avoir eu la charge. De l'autre côté, nous sommes en train de nous pencher aussi sur la création d'une law school. Vous voyez, il y a beaucoup de Camerounais qui sont titulaires d'une licence en droit. Ils vont aller présenter l'examen du barreau, ils vont échouer. Parce que la corruption, encore à ce niveau, est grave. Vous voyez, le pays comme le Libéria, le Nigeria, le Rwanda ont la law school. Pourquoi il n'y a pas de law school au Cameroun? Pour essayer d'évacuer ce domaine. Donc, l'UNDP s'y penche aussi pour essayer de libérer ou bien de créer l'emploi à tous ces titulaires d'une licence en droit. Pour essayer de libérer la profession d'huissier, la profession de notaire et pourquoi pas chez les avocats. Donc voilà les dispositions qui sont prises à l'UNDP pour essayer d'atténuer les problèmes de la justice. Pour finir sur cette question du corps de la justice, est-ce que vous ne pensez pas que cette corruption dénoncée au sein de la justice est aussi corollaire du cadre de travail de ces magistrats et autres? Est-ce que vous pensez qu'ils travaillent dans des conditions optimales pour pouvoir rendre la justice en dehors du déficit du personnel? Est-ce que le cadre du travail, il ne devrait pas être revu aussi? Oui, merci Roland. Vous faites bien de mentionner le cadre du travail. Je vais parler avec des exemples très concrets. Moi, j'ai été au tribunal de Monatélé, où vous allez voir 3 substituts de procureur ou 4 agglutinés dans un petit bureau étroit. Et le tribunal de Monatélé a une seule salle d'audience. Ça veut dire que lorsque un tribunal va siéger en matière civile, il va falloir que la chambre correctionnelle attende. Une seule salle d'audience. En Fou, c'est pareil. À Tchank, c'est pareil. En Fou, j'ai été au tribunal de Fou. Le tribunal de Fou a fait des efforts de demander une salle de la mairie
Et puis une autre salle d'un département ministériel, pas l'église, d'un département ministériel pour avoir une troisième salle d'audience. Donc les magistrats travaillent dans des conditions vraiment très difficiles, au point où à un moment donné, on se pose la question de savoir s'ils ne sont même pas contraints à la corruption. Je ne le dis pas pour justifier que le magistrat doit être corrompu. Donc le cadre de travail est à revoir. Quand je vais au palais de justice de Tchang, où il y a une seule salle d'audience, ce palais a été construit par mon père à moi en 1952. Et il a eu une prime de 5 000 francs à l'époque. De 1952 à ce jour, 2025, la même salle reste. On n'a même pas pensé à avoir une autre salle à côté. J'en discutais avec le président du tribunal de première et grande instance, parce que c'est le même président qui cumule les deux postes. Il me disait qu'il a demandé au maire de la ville de lui donner une salle à la mairie et il a refusé. Donc vous allez aller à Tchon, vous avez une audience. Si c'est une audience civile qui est en cours, vous allez attendre que l'audience civile finisse pour que l'audience correctionnelle entre. Et je rappelle que c'est le tribunal de première et grande instance. Donc pour le cadre, s'agissant du cadre, je dirais que les magistrats travaillent dans un cadre infernal. Et l'UNDP est en train de se pencher sur ce domaine. Comment mettre le magistrat à l'aise dans l'exercice de sa fonction, de telle sorte qu'il ne soit pas tenté par la corruption. Comment alléger le service en organisant, en affectant plusieurs magistrats dans des différents tribunaux pour que le travail soit aussi allégé. Vous prévoyez par exemple recruter combien de magistrats dès la première année au cas où Bello Bouba est élu? Je ne vais pas vous répondre avec un chiffre exact. Merci. On va évaluer selon les tribunaux. Merci. Alain Diop-Poupa, le candidat Cabral Libby voyage beaucoup à travers le pays. J'imagine qu'il doit avoir été confronté de manière un peu plus sérieuse à la difficulté des voies de communication, qui est l'un des problèmes posés dans cet environnement des affaires. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous prévoyez faire? Alors, merci pour cette question. La réalité, c'est effectivement que l'honorable Cabral Libby, depuis qu'il s'est lancé en politique, il a décidé d'aller vers l'arrière-pays, constamment d'être toujours en route et d'aller vers les Camerounais pour savoir ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Si tout ce que M. Bimaï dit, ils le ressentent dans leur chair. La réalité, c'est que la plupart de notre pays, surtout l'arrière-pays, est généralement à l'abandon. Et malheureusement, ils ne ressentent pas cela, mais ils ressentent très vite le trafic d'influence qui essaye de faire les élites du RDPC, qui se sont bien sûr enrichis avec nos agents publics. C'est normal qu'ils peuvent de manière prétentieuse parler à plus de 70% de la population avec un mépris sans borne. On ne rit pas parce qu'on veut rire, on rit parce qu'on évite de pleurer. Parce que l'état dans lequel on nous a laissé ce pays et dans lequel nous sommes en train de voir, et que nous voyons encore comment ils veulent continuer dans le même rythme, alors que la réalité, c'est que les chiffres vont de mal en pire. La réalité, vous avez parlé de la pratique. Pourquoi est-ce que la route, par exemple, est un élément clé? Mais si vous avez un producteur qui finit de faire ne serait-ce que son petit champ de choux, lui ne vous demande pas grand-chose. Il est un Camerounais, il vit, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir vendre son produit, avoir son argent et envoyer ses enfants à l'école. Mais lorsque ce petit producteur finit de cultiver son champ de choux, il se rend compte que nous sommes en saison pluvieuse. L'état de la route est tellement délabré que la moto qui coûtait généralement 1000 francs pour transporter monte à 1500. Lorsqu'il vend son petit sac de choux à 1500 le paquet, il se rend compte que seulement le transport, il ne peut même pas revenir sur le coût de production. On parle du climat des affaires, mais on parle surtout de l'humanisme dans ce qu'on veut faire. Il faut arrêter de parler des choses dont on n'a pas la maîtrise quand on est dans les salons fleutrés. Et quand on arrive pour s'exprimer devant les Camerounais, on a un mépris sans borne parce qu'on se dit qu'on a fait ceci. Oui, vous avez réalisé, mais il est temps d'aller vous reposer au village et de laisser justement cette nouvelle génération prendre les choses en main. Vous parlez de nos mairies. Oui, parlons-en de nos mairies. Nous avons le maire de Kondiok qui a pris cette commune. La première chose qu'il a fait, il s'est rendu compte que 52 villages,
ils n'ont pas d'eau potable. Il a d'abord construit dans 52 villages, 52 forages pour permettre à ces populations d'avoir de l'eau. Parce qu'on dit que l'eau, c'est la vie. On revient sur les routes. Ces forages sont toujours fonctionnels? Naturellement qu'ils sont fonctionnels. Nous revenons donc sur les routes. Le maire de Massok Son Loulou, dès qu'il a pris la commune, la première chose qu'il s'est dit, je vais me doter d'engins. Pourquoi? Parce qu'en dehors d'avoir des projets structurants qui vont faire des routes, il faut permettre à des pistes communales de pouvoir fonctionner parce que c'est ça que le petit peuple, le peuple d'en bas, le peuple des oubliés, lui, il vit. Il a besoin juste d'une petite piste pour pouvoir vendre son petit truc et s'en sortir. Lui, il ne veut pas il ne veut pas boire le chivas, il n'a pas besoin de ça. Lui, il veut juste s'en sortir. Alors, le maire de Massok, lui, la première chose, c'est qu'il a acheté des engins, ne serait-ce que pour permettre dans son Massok natal d'avoir des pistes rurales. Cela peut paraître banal pour certains parce que beaucoup vont mépriser en se disant « Oui, nous avons fait des diagnostics, nous avons fait des planifications. » Mais regardez l'état de nos villes. Les planifications dont on parle. Quand vous regardez la ville de Douala, soyons sérieux. C'est une ville qui a été pensée, donc vous voulez me dire que tous les élobis que nous sommes en train de voir quand nous sortons de là, les maisons, les constructions dans les drains, ça a été pensé. C'est comme ça qu'on a pensé. Mais vous avez aussi quelqu'un qui vous répond carrément avec une certaine désinvolture. Oui, nous sommes tous des corrompus, mais bon sang, le rôle d'un État, c'est de construire justement un pays où les gens n'ont pas envie de voler comme seule solution. Parce que la réalité, c'est ça. Vous avez raison, les Camerounais volent parce qu'ils ne s'en sortent pas. Parce que vous faites en sorte que les gens sont tellement dans un niveau de vie tellement bas que la seule chose qu'ils ont, c'est de voler un peu là. Vous avez des entrepreneurs qui viennent parler, bavader là, mais ils payent leurs employés 35 000, ils n'arrivent même pas à payer un loyer décent. Ils sont obligés d'aller là où vous êtes en train de nous montrer, dans la poubelle pour pouvoir vivre. C'est ça la réalité du Cameroun. Et nous devons traverser cela. Nous ne devons plus avoir peur que des gens viennent nous vendre une expérience qui nous met dans la poubelle, qui amène des jeunes au chômage, qui amène des jeunes toujours à être des mendiants. Nous ne voulons plus de la mendicité. Et nous n'aurons pas peur de ces vieillards qui doivent aller se reposer au village. C'est le seul endroit où ils doivent être. Et à partir de là, ils pourront nous donner leur expérience, leurs conseils, tout ce qu'on a besoin. Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Restons sur les routes. Donc, avec ce diagnostic, qu'est-ce que, en priorité, dans les premiers jours de son règne, de son magistère, le candidat Cabral, s'il est élu, ferait par rapport aux routes au Cameroun? Alors, nous avons d'abord dans notre projet de société, la décentralisation est le socle. Parce que nous pensons que c'est dès la commune que nous devons penser le mieux-être. Parce qu'il faut toucher l'humain. C'est l'essentiel. Il ne faut pas simplement bavader, il faut parler de l'humain. Et les communes sont proches, justement, des citoyens lambda. Il faut donc donner aux communes plus de moyens pour améliorer la vie des Camerounais. La première chose, nous parlons souvent, vous entendez très souvent l'honorable Cabral le dire, 2 milliards octroyés aux communes. Quelqu'un va nous dire qu'on ne sait pas où on va prendre l'argent. Mais eux, ils savent là où ils vont prendre leur argent pour construire le train de Marois. Bon, alors, nous pensons 2 milliards pour chaque commune. Oui. L'une des priorités, justement, octroyées aux communes, ça sera de refaire les pistes communales. Donc, d'aménager les routes. Parce que nous pensons que si vous dotez aujourd'hui à chaque commune d'un camion, d'un tracteur pelleteuse pour permettre ne serait-ce que de faire des travaux, d'aménager ces espaces, ces petites routes-là, vous donnez déjà aux citoyens la capacité de se dire, ok, je peux produire, je peux aller vendre, je peux donner, je peux m'en sortir ne serait-ce que à mon petit niveau. Maintenant, vous allez me dire que ce n'est pas suffisant, c'est légitime. Nous devons aussi construire nos routes. Il faut repenser la manière d'ailleurs qu'on construit nos routes. Vous-même, vous voyez l'état aujourd'hui de la route. Quand vous construisez une route, même pas un an après, vous voyez déjà des fissures pleines dans les routes. Parce qu'il faut repenser même le modèle avec lequel on fait les routes. La réalité du Cameroun, c'est qu'on a choisi, par exemple, le bitume, parce qu'à l'époque, ça nous coûtait moins cher que les routes bitonnées. Parce qu'à l'époque, le bitume était quand même plus accessible. À l'heure actuelle, le prix du pétrole ayant augmenté, les résidus comme le bitume a également
augmenté. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas du ciment, qui, par exemple, a baissé et qui est aujourd'hui à 5 000. Vous voyez, on peut repenser cette réalité parce que les routes bitumées, dans l'état dans lequel nous sommes, c'est-à-dire un pays où il y a beaucoup de pluviométrie, fait en sorte que les routes qui sont construites bitumées vont facilement se dégrader. Vous montrez là la route de Yabassi qui justement a été victime d'éboulements parce qu'effectivement des études aussi, on nous parle des grands cabinets qui sont souvent étudiés. Eux seuls savent quels sont les cabinets qu'ils partent souvent. Donc vous envisagez au lieu du bitume faire des routes avec du ciment? Nous envisageons repenser le modèle, la façon dont nous faisons les routes, parce que nous nous rendons compte que le modèle qui est là actuellement ne donne pas les fruits satisfaisants. Merci Arlette. Marc Eliombi pour le candidat aussi au choix. On parle également des lenteurs administratives qui sont un des goulots d'étranglement qui plombent le climat des affaires. Qu'est-ce que le candidat aussi entend? Comment est-ce qu'il comprend déjà ces lenteurs administratives et comment compte-t-il alléger, rendre l'administration un peu plus fluide pour permettre que les investisseurs qui sollicitent des documents par-ci par-là ne soient pas obligés parfois de glisser quelque chose sous la table? Alors, Roland, avant de répondre à votre question proprement dite, j'aimerais rappeler à mon papa, M. Bimaï, que lorsqu'on a appris un pays à revenu intermédiaire et qu'on est aujourd'hui pays pauvre et très endetté, on parle avec un peu d'humilité. Lorsque on a hérité d'un pays et quand lors du premier discours on dit j'ai hérité d'un pays économiquement stable et prospère et qu'aujourd'hui le Cameroun se retrouve dans la situation que nous connaissons, on a un peu d'humilité. Vous avez taxé le SIF d'avoir échoué au niveau des mairies. La réalité est que vous voulez toucher un domaine dont j'ai un peu d'expérience. Vous savez que les communes au Cameroun, c'est une réalité masquée. Lorsqu'en 1996, à l'issue des élections, l'opposition acquiert la quasi-totalité des communes dans les grandes villes, qu'est-ce que le pouvoir fait? On crée une collectivité qui juxtapose et qu'on confie l'essentiel des compétences, notamment la communauté urbaine à l'issue des élections de 1996, où le RDPC a perdu les principales villes comme celle de Douala, de Bafoussam. Et quand on crée les communautés urbaines, on leur confie des compétences et cette fois-là, les mairies sont quasiment dépouillées. Deuxièmement, la dame a relevé le niveau de transfert des ressources. Le Code des collectivités territoriales de 2019 prévoit le transfert de 15% du budget au niveau des collectivités territoriales. 6 ans après, nous sommes à peine à 3%. Ça veut dire qu'on ne peut pas juger la capacité d'un parti à manager au niveau, pas le niveau local forcément, surtout quand on connaît les pesanteurs au niveau du transfert des ressources et des compétences à ces collectivités territoriales. M. Bima a tenté de vouloir justifier l'incompétence du régime RDPC à lutter contre la corruption en faisant de cela, de cette gangrène, une généralité ou alors l'apanage de tous les Camerounais. Monsieur Roland, dans tout système, c'est la tête. Dans votre maison, c'est vous. Quand vous avez échoué, vous n'indexez pas vos enfants. Donc, le régime ne peut pas justifier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique la corruption? Premièrement, c'est la politisation de la lutte contre les détournements de fonds. On assiste malheureusement à cela, où l'opération épervier est devenue une opération qui permet de se départir de tous ceux qui ont un projet présidentiel autour de soi. Vous, à chaque fois, vous convoquez le contexte international et les facteurs exogènes. Ce sont ces mêmes facteurs qui vous empêchent d'appliquer l'article 66 de la Constitution. On se retrouve aujourd'hui avec des ministres plus riches que des hommes d'affaires. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil dans les listes de contributions des militants du RDPC. Vous vous demandez, ça ce sont des fonctionnaires, des simples fonctionnaires, dans un pays où la catégorie A de la plus élevée est à 215 000.
pour le départ. Vous vous demandez que ce sont les salaires de fonctionnaires. Il y a donc une corruption généralisée qui profite au système. L'Agence nationale d'investigation financière, la CONAC, tous ces agences mises sur pied, ce sont simplement des agences qui participent de la stratégie du make-up. Quelle solution vous apporterez à cela? Bon, lutter contre la corruption, le SGF prévoit, dès l'accès au pouvoir à la magistrature suprême, matérialiser l'article 66 de la Constitution qui prévoit la déclaration des biens. Lorsque vous gérez un poste public, vous devez au moins à l'entrée et à la sortie déclarer. Vous ne devez pas arriver avec 1 million dans votre compte. 5 ans plus tard, vous êtes multimillionnaire alors qu'on connaît votre salaire. Donc, nous allons appliquer l'article 66 de la Constitution. Nous allons donner aux agences telles que la CONAC et la NIF un pouvoir de poursuite. Parce que vous le savez aujourd'hui, lorsque la CONAC finit d'investiguer, le rapport rentre à la présidence. C'est une fois la présidence, qu'est-ce qu'on fait? On met dans le tiroir. Le jour que M. Bima tente de dire, OK, je rêve d'être président, on lui rappelle que monsieur, quand vous étiez... En fait, il y a cette politisation a mis en berne la lutte contre la corruption. Vous avez tenté de vouloir justifier la formation du capital humain, qui est un socle important dans l'économie, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une population, il suffit d'avoir une main-d'œuvre de qualité, comme la Chine. L'exemple de la Chine nous parle par la création d'écoles. Aujourd'hui, malheureusement, le diplôme camerounais, c'est un papier d'accès au chômage. Simplement, c'est un certificat d'accès au chômage. Les universités camerounaises, malheureusement, on a des écoles nationales supérieures polytechniques, mais on importe encore le cuidant. Donc, c'est pour dire à M. Bimaï que lorsqu'on est comptable de ce genre de situation, on a une dose d'humilité. Maintenant, revenons à la question de départ que vous nous avez adressée, à savoir comment le candidat, l'honorable Joshua Oshie, compte résoudre le problème des lourdeurs administratives. La première chose, c'est de limiter l'incurie qui caractérise notre administration actuelle. Vous avez des fonctionnaires qui travaillent comme si on les suppliait, alors que ces gens reçoivent des salaires. C'est de rendre la fonction publique au modèle du secteur privé, c'est-à-dire instaurer un new management public, un management de l'administration publique basé sur les résultats. Deuxièmement, c'est la digitalisation. Si vous avez l'honnêteté aujourd'hui et vous regardez le programme du candidat Joshua Oshie, vous regardez ses tournées, vous verrez que le SDF, c'est le parti aujourd'hui qui est poussé. Quand vous arrivez au sein de notre siège à Yaoundé, il y a un dispositif numérique qui ne dit pas son nom. La gestion du parti, avec les petites ressources que nous avons, cette digitalisation des affaires montre que, comme le disait la Bible, si on vous fait confiance quand vous avez un œuf, on pourra vous faire confiance quand on peut vous faire confiance quand vous aurez un bœuf. Donc aujourd'hui, nous allons tous non seulement instaurer un management de l'administration publique basé sur la culture des résultats. Vous avez eu 10 dossiers à traiter. À la fin du mois, quelle comptabilité on en fait? Et le deuxième volet, c'est la digitalisation de ce secteur. Merci. Roland, tu vois que là, tu n'interromps personne. Hein. Mais moi, dès que je prends la parole, tu veux parler en moyenne 15 minutes. Avec des questions. Oui. Vous parlez en moyenne 15 minutes. Je vais vous donner la parole. En précisant tout simplement que vous êtes en train de vous adresser à votre électorat. Hein. Ce n'est pas aux autres partis. Parce qu'il est question, beaucoup sur ce plateau, de convaincre l'électorat, de les amener à voter votre candidat. Et de démonter les mensonges. On vous le conseille. Maintenant, je vais vous poser une question précise sur la fiscalité. Vous avez tantôt parlé de la fiscalité qui
qui est aujourd'hui dématérialisée. Est-ce que vous pensez que le simple fait de dématérialiser la fiscalité résout le problème de la pression fiscale qui est constamment dénoncée par le patronat? Et vous, en tant qu'opérateur économique, est-ce que vous pensez que la fiscalité telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui est du genre à faciliter l'investissement au Cameroun? Bon, mais avant ça, toujours, j'essaie de clarifier certaines choses. Parce que non, il ne faut pas rire. Parce que, je rappelle également que nous sommes en train de courir après le temps et que vous avez 5 minutes. Oui, vous avez 5 minutes, mais je vais essayer d'expliquer. Oui. Quand vous posez des problèmes de route à un responsable politique qui ne sait pas qu'au niveau même des routes, il y a des missions de l'État, les missions des régions, ils te ramènent au niveau des communes. Tu comprends la jeunesse, quoi, en fait. Au fait, tu ne peux pas aller là-bas, en fait. Donc, comprenez que les routes, ce ne sont pas les routes communales. C'est les nationales, les autoroutes. Bon, voilà, ok. Bon, je reviens seulement pour dire ce que moi, je peux dire. Nous avons besoin aujourd'hui, moi je parle de cadre, parce que c'est important, c'est un thème important. Au niveau du climat des affaires, nous avons besoin d'une justice qui peut trancher très rapidement. Le président de la République est néanmoins le Conseil supérieur de la magistrature. Ça fait 4 ans. S'il te plaît, Michael. Vous n'avez pas parlé, je suis en train de proposer des choses, vous commencez à parler. Oui. Néanmoins le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, bon, on a compris ça, mais maintenant... Bon, Roland, je suis donc en train de dire que nous avons ces soucis, le chef de l'État a ces soucis, de raccourcir les délais des décisions au niveau judiciaire. Comment? D'accord? Mais bien sûr, en ramenant ça, il y a des procès qui mettent pour les hommes d'affaires, ça met trop longtemps. Oui. Il faudrait qu'à l'espace de 3 ans, par exemple, qu'une décision que de la première instance jusqu'au niveau de la Cour suprême, qu'une décision soit prise. Ça devrait faire l'objet d'une loi? Bon, laissez, je vous ai dit qu'on est en train de travailler là-dessus. Deuxièmement, personne ne peut le nier. Elle est avocate. Oui. Dans toutes les régions, le ministère de Justice est en train de construire de nouveaux palais pour donner un cadre agréable aux magistrats. Mais ça ne suffit pas. Il faut revoir les salaires des fonctionnaires. Je vous ai dit, ces fonctionnaires qui ont été réduits de 2/3, il faut faire quelque chose. Mais seulement, ça je dois aussi vous le dire, c'est là où quand on est au niveau de l'État, on est confronté à des réalités. Comment le ministère des Finances peut ramener les salaires des fonctionnaires au niveau des années 90, d'accord? De l'autre côté, vous dites, quand on veut prendre une telle mesure, on est obligé d'avoir au niveau de l'assiette fiscale, avoir des ressources. Un minimum. D'accord? On est obligé de chercher l'argent quelque part. Ouais. Vous savez, c'est pour ça que vous voyez que gérer un État, avec tout ce que je suis en train de dire là-bas, au niveau de la justice, et redonner les magistrats le salaire qu'ils avaient par le passé, améliorer leurs conditions de travail, renforcer des mesures de sanctions au niveau de tout le monde. Parce que tout le monde, quand j'ai dit tout le monde, je ne voulais pas dire que tout le pays est corrompu, hein, mais je voulais seulement dire que, comme dans le RDPC, comme dans l'opposition, des Camerounais sont corrompus. C'est aujourd'hui une situation qui nous concerne tous. Il ne faut pas venir parler ici comme si ce n'était que le RDPC au fait. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, à ce niveau, il faut faire quelque chose. Maintenant, vous avez parlé de la fiscalité. Vous savez le problème qu'on a au Cameroun. Et voilà elle. Elle dit aux Bensikeneurs que les Bensikeneurs doivent payer les impôts. Elle dit qu'il y a le secteur informel, que les petits Camerounais... Vous voyez ce qu'elle est en train de dire. Au fait, le PCN est en train de nous dire que si demain, Cabral Libi devient président, les Bensikeneurs, tout le monde qui se débrouille au bord de la route doit payer les impôts. Vous savez, moi, c'est ce que je dis. Vous savez, ce sont des rêves. Actuellement, et le secteur informel. Actuellement, ils payent, non? Non, ils payent un peu, mais vous... non, attendez, vous avez dit... Permettez que M. Bimaï... Vous n'avez pas dit qu'il ne paye pas, vous avez dit que le secteur est informel 80%. Et que c'est pour ça que écoutez-moi, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Ce sont vos statistiques. Bon, écoutez, d'ailleurs... C'est vous qui êtes à la gestion du pays. Écoutez, moi je suis en train... Revenons à la fiscalité. Écoutez, je suis donc en train de... J'ai parlé du côté de la justice, ce qu'il faut faire, réduire le délai, qu'au niveau des décisions de justice, il faudrait que ça aille vite. Le président de la République en a parlé, parce que je suis membre titulaire du comité central, on en parle, ça je le sais. Je vous ai dit qu'au niveau de la justice, on est en train de construire de nouveaux palais pour que les magistrats soient à l'aise et que l'autre côté aussi, il y a le côté de leur salaire et puis de leurs avantages.
D'accord? Les avantages, on peut les donner les avantages, par exemple, pour payer la première voiture, tu n'as pas besoin de payer la douane. On te donne, par exemple, ta maison avec ta famille. Dès que tu es magistrat, tu as ta maison, tu payes sans taux d'intérêt. Ça s'est fait. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Mais ce que je suis en train de vous dire maintenant, vous êtes en train de me dire, le problème de la fiscalité, c'est vrai, le problème qu'on a au Cameroun, ceux qui payent normalement les impôts, ils ne sont pas nombreux. Et les problèmes de l'État sont croissants. Hollande, je te donne un exemple. Par exemple, voilà un imprévu qui est arrivé, la crise de nos eaux. Vous savez ce que ça nous coûte? Nous avons 3 régions qui sont économiquement sinistrées. On aurait pu éviter ça. Quel est le parti politique qui peut nous dire que d'un coup de bâton magique, je règle tout? L'extrême nord avec Boko Haram du côté de nos eaux. Et aujourd'hui, il y a des moyens qui manquent. Le problème du Cameroun aujourd'hui, Roland, ça c'est ça la vérité. Oui, il y a manque de moyens financiers. Il y a moins de moyens financiers. Et en plus, ce pays qui est parti de 82 à 6 millions d'habitants, à 30 millions d'habitants aujourd'hui, la redistribution devient compliquée. Mais je dis, c'est pour cela qu'il faut créer davantage de richesses. Il faut améliorer notre cadre de climat des affaires pour que nous puissions avoir beaucoup plus de moyens, plus on crée surtout le problème d'industrialisation. Nous sommes d'accord là-dessus. L'État est en train de faire un effort pour qu'on ait de l'énergie en quantité suffisante, pour qu'au niveau des télécommunications, Internet, vous savez qu'aujourd'hui, avec la fibre optique, etc., nous sommes en train de faire des efforts. Je vous ai dit que tout n'est pas parfait, mais on a la volonté de nous corriger. Mais la différence entre nous, c'est que nous sommes pratiques. Vous avez des gens, les jeunes comme ça, qui rêvent. Les autres qui ont été pendant 20 ans, ils n'ont rien apporté. Ils veulent nous montrer aujourd'hui qu'ils peuvent apporter quelque chose. Donc, voilà donc ce que moi je peux dire. Est-ce qu'il y a un projet pour le candidat Paul Biya de la réforme de la fiscalité pour que les populations, les citoyens, les contribuables se sentent moins sous pression par rapport à ce qu'on leur demande de payer? C'est là la question. Oui, non, pas qu'il faut espérer. Ce sont des discussions. Il faut espérer. Et ça, c'est... Je vous en prie, Oui, non, bien sûr, il faut espérer. Il faut espérer parce qu'à partir du moment où le Cameroun peut avoir des ressources qui peuvent venir des mines, par exemple, d'accord, de certaines manières, ça peut nous permettre maintenant de négocier avec le GECAM pour que les PME soient moins surchargés. Je suis d'accord qu'il y a la pression fiscale, mais comprenez que, vous savez, plus l'État a des problèmes. C'est comme là maintenant, vous dites que les routes, il n'y a pas de route. Oui, il y a ceci. Oui, il y a des problèmes de sécurité. Oui, il y a ceci. Roland, l'argent doit venir quelque part. Quand l'État n'a pas cet argent, ce sont les citoyens. Donc évitez, c'est pour cela que je veux passer ce message. S'il vous plaît, tout ce que nous devons dire, sans la paix, le développement du Cameroun n'est pas possible. Nous sommes d'accord. Bon, nous sommes d'accord là-dessus. Si nous sommes d'accord là-dessus, tous les politiques doivent prôner la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2025. Cela va de soi. Sauf que... Non, cela ne va pas de soi. Il y a certains qui se préparent pour semer le chaos. Mais ce n'est pas ici qu'ils vont le faire de toute façon. J'étais en train de vouloir vous poser la question. Vous parlez du manque d'argent. Sauf qu'il y a aussi beaucoup d'argent dans le train de vie de l'État. Oui, le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Il a donné des instructions. Ça suffit de reconnaître? Non, pas reconnaître. Il a donné des instructions au Premier ministre. Même le Premier ministre, il y a eu des notes qui sont sorties là-dessus qui demandent de réduire le train de vie de l'État. Au niveau, par exemple, des missions, vous voyez qu'aujourd'hui, de plus en plus... Mais non, attendez. Ça fait 20 ans. Moi, je pense que je peux comprendre. La jeunesse encore. Oui, ça c'est la jeunesse. Tout ce que nous faisons, Roland, n'est pas parfait. Il y a des choses que nous devons corriger. Et je crois que c'est ça la différence entre un apprenti et un homme d'expérience. Paul Biya a l'expérience nécessaire maintenant où nous sommes sortis des accords coloniaux de la France-Afrique. Je vous ai dit, Citrafert a été victime, vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais moi je sais ce qui s'est passé. Voilà le port que nous apporte beaucoup d'argent aujourd'hui avec le terminal à conteneurs. Parce qu'avec même la réforme portuaire, avec tout ce que le DG est en train de faire, c'est la volonté du chef de l'État, avec par exemple
la politique gouvernementale. Et si nous allons le faire, je te l'ai dit, au niveau des routes par exemple, vous allez voir que d'ici 5 ans, nous aurons des autoroutes parce que l'État du Cameroun n'est pas là pour construire les autoroutes, nous le savons, comme en Côte d'Ivoire par exemple. Vous savez, si au Cameroun, tu leur dis qu'il faut payer, en Côte d'Ivoire, dès que tu sors de l'aéroport, à 5 km de l'aéroport, tu commences à payer. L'autoroute. Oui, tu commences à payer parce que c'est privé. Parce que c'est l'autoroute, justement, c'est privé. Parce que c'est l'autoroute, parce que c'est l'autoroute des investisseurs privés. Parlons-en, monsieur Bimaï. Qu'est-ce qui manque, justement, pour que votre candidat jusqu'ici ne l'applique aussi? On connaît très bien ce système de BOT, Build, Operate and Transfer, et qui permet effectivement qu'on réalise ces gros projets. Si tant est que l'État n'a pas de l'argent, pourquoi est-ce difficile? On constate ici... Je viens de vous annoncer que c'est ça qu'il va faire. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Dans les 7 prochaines années. Oui, le prochain septennat... Merci, c'est noté. Il a dit hier, ça, c'est le septennat de l'espérance. Voilà. Je vous ai dit, Roland, après les opportunités, on espère. Nous allons étape par étape. Les autres ici, je dis là les rêves, hein, bon, les autres ont déjà échoué, c'est déjà classé parce que on sait ce qu'ils ont fait. Mais ici, c'est la jeunesse. Nous n'avons jamais été au gouvernement. Je dis seulement que laissez-nous, on va étape par étape. Nous avons l'expérience nécessaire pour transformer ce pays parce que le chef de l'État a préservé notre sous-sol. On peut l'exploiter aujourd'hui parce que les accords coloniaux aujourd'hui nous peuvent nous laisser un peu tranquilles. Par exemple, le chef de l'État, il y a des choses qu'on peut faire. Vous savez, moi, je suis rentré d'Allemagne. Ça, vous le savez, ça, tu le sais très bien. Oui. J'étais un opposant virulent. Je connais ces pays ici. D'accord? Et vous êtes rallié rapidement. Il ne faut pas, oui, parce que il faut aller soutenir le chef de l'État pour construire ces pays. Nous n'avons pas besoin des apprentis sorciers ou bien des gens qui ont fait l'aventure, qui étaient dans le gouvernement 20 ans. Ils ont eu des ministères. On voit ces ministères, comment ils se portent aujourd'hui, qui viennent nous dire que non, ils sont les grands managers. Non, arrêtons ça. Merci, M. Bimaï. Maître, votre candidat Bello Bouba Maïgari a été ministre des télécommunications dans ce pays. Et les télécommunications font partie de ces problèmes qui sont aujourd'hui soulevés. Quel diagnostic faites-vous de l'état des télécommunications au Cameroun et que proposez-vous dans les 7 années à venir au cas où votre candidat a été élu? Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, le programme du candidat Bello Bouba Maïgari est intitulé la refondation. C'est-à-dire, ce n'est pas la reconstruction, ce n'est pas... Nous sommes en train de transformer le Cameroun. La transformation tout azimut. Je suis désolée d'entendre M. Bimaï dire nous avons été au pouvoir, on a échoué, on a été au ministère du Tourisme, on a échoué. Mais est-ce que vous pouvez relever une seule faute que vous pouvez reprocher au candidat Bello Bouba lorsqu'il était aux affaires? Je ne vois pas. Il ne traîne pas des casseroles. Tous ces ministères fonctionnent ou ont fonctionné comme le Cameroun. Alors, moi, je suis très surprise de l'entendre dire qu'après 23 ans, ils ont des projets de restructuration. Et ils vont faire ceci en 7 ans. On dirait que vous vous adressez aux gamins. Il faut espérer. C'est vrai, vous dites que nous sommes des jeunes, il faut espérer, mais on est fatigués. Après 43 ans, vous nous dites que vous allez reconstruire les routes. Vous allez faire ci, vous allez faire ça. Non. Non. Le programme du candidat Bello Bouba est intitulé la transformation. Nous voulons, le candidat Bello Bouba veut transformer le Cameroun dans tous les domaines. La transformation. Et dans le domaine des télécommunications, plus précisément, qu'est-ce qui va se faire? Dans le domaine des télécommunications. On a l'impression aujourd'hui que les opérateurs font un peu ce qu'ils veulent. L'ART est tout le temps en train de sanctionner. Il y a la dernière sanction date de peut-être 2 semaines, de près de 2,5 milliards. Les opérateurs ont été frappés pour la qualité du service et tout. Et on sait très bien que la couverture n'est pas toujours optimale pour ce qui est du territoire national. Et ça fait partie des éléments que les investisseurs demain vont pouvoir communiquer partout où ils sont pour investir. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce qui est des télécommunications dans votre ensemble de refondation? Dans le domaine de la télécommunication, moi je pense que nous sommes en train, le candidat Bello Bouba met sur pied
le respect des clauses d'un contrat. Quand vous dites que la communication n'est pas bonne et tout, ça dit qu'il doit avoir un contrat avec tous ses partenaires, avec des clauses bien précises. Alors, si on a un opérateur qui nous donne, je vais parler de MTN ou bien Orange, pour ne citer que ceux-là, si les conditions, les clauses du contrat ne sont pas remplies quant à la qualité du service fourni, on rompt le contrat et on passe à autre chose. Donc, nous sommes dans une mouvance d'application stricte de la chose de l'État. L'heure n'est plus au jeu. Et le candidat Bello Bouba met un accent sur tous les domaines de l'État. Vous avez parlé de la télécommunication. Il faut voir ce qui rentre dans ce domaine de la télécommunication et assainir pour corriger ce qui a été fait et qui ne doit plus se refaire aujourd'hui. Marc Liumbi, vous avez 4 minutes précisément pour dire un dernier mot et surtout vous adresser à votre électorat ce soir par rapport à ce que vous attendez d'eux. On est à 4 jours de l'élection présidentielle. Merci Roland une fois de plus. Alors, j'aimerais dire aux Camerounais qui nous regardent ce soir en direct de la télévision Balafon. Ils nous écoutent également sur Radio Balafon. Merci. Qu'il n'y a rien à attendre du RDPC. Plus rien. En 7 ans, on ne peut pas renverser la tendance de ce qu'on n'a pas pu faire en 43 ans. Le slogan grandeur et espérance, en réalité, il faut le prendre au sens inverse comme tous les autres slogans. Donc ça sera un mandat, si vous votez le RDPC, de désespoir et décadence. Parce qu'en 82, ils ont promis la rigueur et la moralisation. Aujourd'hui, le Cameroun est dans la rancœur et la marginalisation. Ils ont promis la santé pour tous en l'an 2000 et on a observé des gens qui meurent dans les hôpitaux pour des couvreuses. Le cas Monique Koumateke, c'est un exemple qui vous parle. Donc, je vous invite à voter massivement le candidat du SDF. Comme vous le savez, à l'aune de la dernière décennie du siècle de fer, notamment les années 90, le SDF est le pionnier du mouvement de la libéralisation et de la démocratisation de la vie politique camerounaise. C'est rare dans notre contexte, avec tous les brimades, avec tous les tacles par derrière que le pouvoir met à l'opposition, de voir un parti qui s'inscrit dans une durée de vie 35 ans après et qui réussit même à avoir l'alternance à sa tête et se maintenir. La quasi-totalité des partis politiques camerounais africains meurent avec leur leader. Or, aujourd'hui, après 33 ans au service du SDF, l'honorable camarade Joshua Oshi se présente comme candidat. Un candidat avec un programme politique concret, chiffré et visible qu'on peut trouver sur toutes les plateformes du SDF. Un programme qui vous indique de manière claire, secteur par secteur, partant de l'éducation, la santé, les infrastructures, bref, tout le domaine national, comment ce programme fait le diagnostic et indique à chaque fois comment sortir de cet état des choses. Une idée de la suite du programme de votre candidat pour la campagne? Oui, je vais inviter massivement les populations du littoral à partir de vendredi parce que après la tournée au Grand Nord et à partir d'aujourd'hui et demain le centre-sud, le candidat Joshua Oshi, l'honorable, sera dans le littoral dès vendredi par Pouma et Déa et samedi, ça sera l'apothéose à Douala avec le meeting de clôture. Alors, un seul bulletin, le 12 octobre, le bulletin rose du candidat Joshua Oshi. Merci. Monsieur Bimaï, vous vous adressez à votre électorat en leur disant exactement pourquoi, les raisons pour lesquelles ils devraient refaire confiance à votre candidat. Camerounaises et Camerounais, chers électrices et électeurs,
Le 12 octobre prochain, vous êtes appelés à voter le prochain président de la République du Cameroun. Aujourd'hui, avec tout ce que le chef de l'État, Paul Biya, a fait, il est un patriarche, même un patriarche dans le domaine politique. Il a réussi à nous faire sortir des accords coloniaux. Il a fait accepter à la France de reconnaître tout ce qu'elle a commis dans notre pays pendant la période coloniale. Il est en train de négocier à quel montant notre pays devait être dédommagé. Il a protégé notre sous-sol pendant très longtemps en disant que c'est pour les générations à venir. Oui, nous savons qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Nous savons que nous devons encadrer notre jeunesse, les femmes, comme lui-même il a dit. Nous vous invitons à ne pas écouter les rêveurs ou bien les jeunes politiques qui viennent aujourd'hui. Chaque chose a son temps. Pour ces jeunes-là, on aura besoin sans doute d'eux. Mais à certains hommes aussi du passé qui, dans le gouvernement, plusieurs années dans notre gouvernement, n'ont pas montré le contraire. C'est tout simplement parce que, c'est vrai, gouverner a ses réalités. Ce n'est pas toujours facile. C'est ce qu'il devait dire. Mais venir tenir un autre langage aujourd'hui, je trouve ça pas du tout sincère vis-à-vis du peuple camerounais. Tout à l'heure, on a débattu sur le climat des affaires. Le climat des affaires a besoin de la stabilité. Il y a ce qui peut décourager les investisseurs, c'est le risque politique. Le risque politique, quand certains pensent qu'après la présidentielle, c'est le chaos. C'est ce que nous devons éviter. Si nous aimons notre peuple, si nous aimons notre jeunesse, si nous voulons bâtir une nation forte pour l'intérêt de tous, votons le candidat de l'expérience, le candidat qui a de la grandeur, et quand on parle de l'espérance, qui peut nous faire espérer pour demain. Nous savons qu'il y a beaucoup à faire dans notre pays. Il y a des routes à construire. Vous avez vu, il y a des poubelles, il y a des choses, il y a le transport urbain, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans nos grands centres urbains. Tout ceci est possible, mais à condition qu'il y ait la paix. Et je sais que le 12 octobre prochain, vous allez voter le candidat de la paix, de la prospérité et de l'avenir de notre nation. Je vous remercie. Merci, M. Bimaye. La prochaine sortie de votre candidat, c'est où et quand? Le prochain candidat chez nous, vous savez, le RDPC, c'était toute une machine. Je parle du candidat, pas du parti. Non, je sais ce que je suis en train de dire là. Chez nous, au fait, c'est ça. Le candidat a toute une équipe, toute une organisation. Et quand est-ce que votre candidat sera encore le président sorti? pourrait être le prochain jour à Mona Télé. Hein? Okay. Et puis, c'est ce que je voulais seulement vous dire que quand vous êtes organisé, vous avez tout ce qu'on voit là. Même au niveau... Quand et où? Mona Télé. Roland, non, je vais dire... Vous n'avez pas d'idée là-dessus. Non, Roland, j'ai une idée, non, laisse-moi terminer, je vais te dire. Les autres partis politiques, tu ne peux qu'entendre parler de ce parti quand il y a les leaders quelque part. Le RDPC, ce n'est pas ça. Nous n'avons pas besoin. Sauf que nous parlons maintenant d'un candidat, pas du parti. Notre candidat, j'ai la boussole. Il a ses lieutenants partout sur le terrain. C'est entendu. C'est entendu. Arlette Ngopoupa, une adresse à l'endroit de votre électorat. Alors, je vais m'adresser à tous les Camerounais aujourd'hui. Je voulais dire à tous les Camerounais, ayons le courage d'oser autre chose. Parce que l'environnement dans lequel nous vivons, on peut essayer de l'expliquer sur les plateaux de télé, essayer d'en parler. Ça reste quelque chose d'assez théorique, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que vous la vivez au quotidien. Et c'est vous qui êtes au quotidien, que vous savez exactement quelles sont les souffrances que vous vivez, quelles sont les réalités que vous vivez. Et la dureté de la vie au quotidien fait en sorte que beaucoup aujourd'hui veulent seulement partir. Vous savez, quand un pays réussit, sa jeunesse veut rester, sa jeunesse veut construire, sa jeunesse veut réaliser. Mais quand on est dans un pays où
on passe le temps à vous dire ça sera votre tour au début de votre retraite. Ça commence à devenir compliqué. Moi, je m'adresse donc à cette jeunesse qui nous écoute ce soir. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas apeurer. Parce que tous les discours qui sont ici, qui vont vouloir vous montrer que vous n'êtes rien, vous ne valez rien, c'est archi faux. La jeunesse camerounaise vaut énormément. On est une jeunesse extraordinaire. On est une jeunesse qui se bat. On est une jeunesse qui trouve toujours comment s'en sortir. Alors, n'ayez pas peur de croire en la jeunesse. N'ayez pas peur de croire en vous. Parce que croire en Cabral Liby, c'est croire en vous-même. Parce que lui, il est porteur d'un changement. Il est porteur d'un véritable espoir. Il est porteur d'un véritable changement d'un système qui nous atrophie, qui nous détruit. Et c'est pour ça que sa vision d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies, c'est un Cameroun où vous allez pouvoir au moins se goûter les miels de votre pays. Parce que chaque jour, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais chaque jour, ils sont arrêtés et mis en prison. Merci, ça veut dire qu'il y a des Arlette. ressources et ils refusent juste de vous mettre à disposition. Maître Tagomo. Merci Roland. Alors, à tous les Camerounais, je leur demande de voter utile le 12 octobre prochain. Le candidat Bello Beba Malgari a occupé des grands postes dans ce pays. Il a occupé les hautes fonctions dans ce pays. Il connaît le problème des Camerounais. Le Cameroun regorge des potentiels. Vous voyez les jeunes Camerounais qui passent des diplômes à bas âge, 19 ans, mais qui se retrouvent dans la rue à faire le petit commerce et ne s'en sortent pas. Aujourd'hui, on vient vous dire d'espérer encore pour 7 ans. Je dis non. Le moment de la transformation est arrivé. Le moment comment est-ce que je vais dire? Le moment de passer à autre chose est arrivé. Il faut dire non au RDPC. Votez utile, votez le candidat Bello Boba pour voir le Cameroun être transformé. Merci à vous, téléspectateurs. Voilà, merci. Vous m'avez pas laissé dire aussi le meeting de Cabral Liby. Allons-y, vraiment en 10 secondes. Oui, j'invite encore tous les Camerounais au giga méga meeting que nous tiendrons le vendredi 10 octobre du côté de Yaoundé. C'est le prochain rendez-vous. Mais en attendant, le candidat Cabral est actuellement dans la région du centre en train de se déplacer dans les différents Bangassina jusqu'à Bafia. Merci, M. Bima. Je vous invite aussi au grand meeting de Douala là-bas samedi. Avec la commission spéciale. D'accord, merci M. Bima, c'est noté. Merci Makel Yumbi, le représentant de aussi Joshua. Merci Maître Tagomo Brigitte. Merci à Alette Njopoupa. Merci à vous, téléspectateurs qui étaient en train de nous regarder. Merci également aux auditeurs qui écoutaient le débat sur Radio Balafon. Demain, c'est un autre jour. Rendez-vous 19h30.